de commencer. D'abord, je salue la présence je ne me rappelle pas de votre nom. Caroline Bon. Non, mais le camarade. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis déçue. Je me souviens de votre nom. Bien sûr. Non, Sylvain. Sylvain donc, est caméraman pour l'ARAM. L'ARAM qui est représenté par son président. Association, rappelez-moi l'acronyme. Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. Donc recherche, ça tombe bien puisqu'on est effectivement ici dans un lieu de recherche et de transmission de la recherche, l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc l'ARAM, représentée par son président en particulier, je vous remercie pour être présent, donc c'est associé à cette rencontre et a demandé donc à ce que cette rencontre soit archivée, précisément, donc recherche, archivage, puisque ça intéresse effectivement l'ARAM. L'ARAM qui est spécialisée sur le génocide des Arméniens, mais et on le verra certainement, de l'étude du génocide des Arméniens, on arrive effectivement à une réflexion et à une connaissance des autres génocides et des processus génocidaires. Ça, c'est un point important. Donc merci Sylvain, et donc merci de signer effectivement cette autorisation de captation, considérant que l'archivage sera pour les besoins pédagogiques, scientifiques, que réalise l'ARAM. Mais c'est aussi une reconnaissance pour notre travail. Donc moi, je suis Vincent Duclerc, donc je suis à la fois effectivement chercheur à l'EHESS, j'ai été directeur du centre Raymond Aron qui est à Paris, et donc comme vous le savez, l'EHESS, et donc là il y a beaucoup de programmes, donc tout le monde peut avoir un programme, grâce à la volonté de ces équipes, a décidé de réaliser un festival des sciences sociales ouvert à tous. Alors, bien sûr, vous aurez exercé votre regard critique sur le programme en constatant que le mercredi 25 septembre, l'atelier n'est pas mentionné. C'est une faute de goût, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a des choses nobles et des choses moins nobles. Et je ferai remonter l'information et la surprise au président de l'UHESS, qui sera certainement un peu énervé de la remarque, mais c'est une réalité, je trouve, un peu dommageable. Bien, c'est pas grave parce qu'on va faire du très bon travail. Donc je suis aussi, ça a facilité les choses pour monter justement ce lien avec les enseignants du secondaire, les enseignants secondaires qui sont aussi, il faut le dire, souvent des chercheurs. Moi j'ai commencé, j'ai fait ma thèse quand j'étais professeur en lycée général, mais il y avait un lycée professionnel. Et c'est vrai que puisque le thème était en finir avec la nature, donc un thème un peu provoquant, que mon souci c'était quand même de lier le monde scolaire, on va bien au-delà bien sûr des enseignants, on va voir le rôle très intéressant des chefs d'établissement aussi dans ce dispositif, dans tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, cet après-midi. Il fallait effectivement articuler le thème du festival avec quand même des programmes et réfléchir à peut-être ce qu'on peut réaliser dans le cadre des programmes. Et comme il se trouve que je suis spécialiste des génocides, que j'ai mené une mission demandée par l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Mme Najat Belkacem, rapport remis à Jean-Michel Blanquer et à Frédéric Vidal sur l'enseignement et la recherche sur les génocides, il m'a semblé qu'on pourrait peut-être effectivement envisager une thématique sur les jardins du souvenir des génocides, puisque donc on traitait des génocides qui sont désormais 3 génocides, ce sont les programmes, le génocide des Tutsis au Rwanda, et donc aujourd'hui dans les programmes de terminale, ainsi que dans la spécialité histoire, sciences politiques que vous connaissez. Donc c'est-à-dire que l'étude de 3 génocides c'est important parce qu'on peut faire des comparaisons, on peut réfléchir, et puis ça montre aussi l'attention des pouvoirs publics, qui quand même décident des programmes à travers des experts, le Conseil supérieur des programmes, à ces sujets qui sont absolument terribles, vertigineux, mais que l'on doit penser, étudier, peut-être aussi pour conjurer d'autres génocides qui peuvent se produire dans les années ou les décennies qui viennent. Donc c'est un grand défi, c'est le défi aussi de voir comment est-ce qu'on peut enseigner sans transmettre le traumatisme, mais au contraire en montrant comment est-ce qu'on
on agit contre le traumatisme, comment on prend en charge peut-être aussi certains traumatismes pour ensuite effectivement les partager. C'est des grands enjeux, je crois, qui permettent de former la conscience de nos élèves et à travers eux, notre propre conscience et celle de nos concitoyens. Donc cette thématique a été proposée donc, au départ à un professeur que j'ai rencontré grâce à d'autres professeurs, vous voyez, les liens, les réseaux, enfin c'est vertueux, c'est simplement parce qu'on est entre collègues toujours, et donc j'ai rencontré Daniel Nicolin, donc un jour de ses vacances du reste, et donc je lui ai proposé un peu si on pouvait un peu trouver des professeurs sur l'académie pour travailler, pour essayer d'avoir donc un atelier, là, ici, dans le cadre de l'EHESS. Et donc j'ai dit à Daniel, voilà, on pourrait réfléchir à cette thématique des jardins, ne serait-ce que parce qu'un artiste britannique, Bruce Clark, avait réalisé, donc commencé à réaliser à Kigali, moi j'avais vu effectivement ce projet, un jardin de la mémoire, qui était différent du mémorial qui existe sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc l'idée, vous voyez, du jardin me paraissait intéressant. Passer de la mémoire au souvenir, peut-être, vous voyez, ça humanise peut-être, ça, voilà. Les mots sont importants. Et Daniel m'a dit tout de suite, il y a un parc de 13 hectares à Marseille-Vert, il y a des choses à faire, donc on a commencé comme ça. Le soir, donc j'intervenais à l'ARA, je rencontre Astrid, Raphaël Besson, on en parle également, et là, un autre projet se noue entre donc le lycée Simone Veil, le collège Olympe de Gouges, Simone Veil disposant aussi donc d'un lieu permettant éventuellement de réfléchir et même de concrétiser un jardin du souvenir. Donc voilà comment ça s'est fait, et donc on est arrivé ce matin au lycée Marseille-Vert, donc rencontrer les équipes, pas seulement les équipes de professeurs de géographie, mais d'autres disciplines, la direction, le service de restauration qui a fait un buffet extraordinaire, les élèves bien sûr, parce que là il faut effectivement le relever, tout ça c'est pour les élèves, on travaille pour les élèves. Donc aujourd'hui l'idée de cet atelier c'est d'échanger sur à la fois ce qui a commencé à se faire, donc de nous rappeler donc à travers l'équipe de Marseille-Vert avec, je rappelle, le lycée agricole des Calanques et le lycée professionnel Ponceau-Chapuis, et puis les collègues donc, du collège Olympe de Gouges associés donc au professeur de Simone Veil, donc vous avez bien compris, il y a deux groupes, de réfléchir à ce qui s'est fait, ce qui se fera à l'avenir, parce que vous avez bien compris que moi j'ai été, ça ne m'a pas étonné, tu vois, parce que depuis que je travaille pour l'éducation nationale, et puis c'est parce que j'ai été professeur, que voilà, il se passe des choses extrêmement intéressantes dans le monde scolaire et que notre rôle en tant qu'inspecteur général, c'est d'accompagner et de faire en sorte que les bonnes initiatives aboutissent et surtout pas les bloquer. Donc, mais c'est vrai que ce qu'on a vu ce matin, les réflexions, la manière aussi dont finalement cette rencontre a un peu synthétisé quand même différents projets qu'on a vus, même sur la guerre d'Algérie, sur le travail sur les femmes dans la résistance, tout ça. Bon, donc c'était de mon point de vue très vertueux. Donc l'idée de l'atelier là, et je terminerai donc cette trop longue introduction, c'est voilà, de réfléchir à ce qui s'est fait, de réfléchir à ce qui se fera, notamment parce que, et ça c'est Jean Boutier qui donc était présent, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui est un peu le patron de l'antenne marseillaise, Jean Boutier qui représentait le président de l'EHESS, Christophe Prochasson, eh bien a été très impressionné, je dois le dire, et donc il est certain que dire les 5 lycées aujourd'hui de Marseille, c'est pas du tout une exclusive sur les autres lycées. Je pense que s'il y a d'autres établissements qui veulent se fédérer ou qui veulent proposer quelque chose, c'est tout à fait possible. Je veux dire, simplement, vous voyez, il faut commencer avec un peu de concret, avec voilà, des bonnes volontés. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Daniel a été la première bonne volonté, et ensuite rejoint par d'autres, et donc ça a été effectivement vraiment une belle expérience. Donc voilà, réfléchir à la suite et notamment à donc cette journée d'ouverture l'année prochaine déjà, on se projette déjà dans l'avenir, donc pour le festival, deuxième festival donc de 2020. Voilà, donc j'ai trop parlé, donc comment est-ce qu'on va procéder donc voilà, j'ai essayé
bon, on a 2h30, normalement on a jusqu'à 5h, mais je crois qu'on sera un peu épuisé, et puis que, en plus, vous venez sur votre après-midi de travail, de congé, donc voilà, il faut aussi vous donner le temps de souffler. Donc on va essayer de tenir en 2 bonnes heures, si vous voulez. Donc l'idée, c'est qu'on divise cela en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a quand même, et ça j'étais très intéressé par donc les remontées sur l'EMC, parce que l'enseignement moral et civique, bon, il se trouve, ça c'est le cas quand on est inspecteur général, on reçoit effectivement plein de commandes. J'ai piloté avec Philippe Portier le groupe de travail. Donc on s'est battu pour à la fois permettre à ce qu'il y ait des thématiques intéressantes que les professeurs puissent se saisir dans toutes les disciplines, il faut le rappeler. Et puis aussi, il y a ce fameux projet de l'année. Le projet de l'année, ça nous tient vraiment à cœur. Et donc voilà, on va écouter quand même, notamment, je crois, Astrid et Cathy, c'est ça? Katia. Astrid et Katia. Sur la manière dont vous avez travaillé avec vos élèves sur l'EMC, d'accord? Et encore une fois, c'est vrai que bon, le dispositif qu'on a vu à Marseille Vert, celui qui se fera à Simone Veil, c'est des gros dispositifs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'ordinaire de la classe et comment est-ce que dans cet ordinaire, on arrive à intéresser les élèves à travers notamment ce projet de l'année. Moi, encore une fois, ce que j'ai dit à mes collègues et ce que j'aurais dit ici, c'est que le projet de l'année, si un projet de l'année se décide dans le cadre de l'EMC, c'est réussi. L'EMC est réussi. Bien sûr, il y a, disons, les contenus assez précis, mais intelligemment, et ça a été très bien dit au départ à Marseille Vert, au fond, un projet de l'année peut éclairer les différentes entrées qu'on a repérées sur les libertés, le lien social. En fait, c'est voilà. Soit on part du contenu, soit on prend le projet de l'année et puis on le. Je crois qu'il y avait. Voilà. Donc on a cette phase-là, et ensuite on aura alors et c'est le plus important aussi. Après la présentation de l'EMC, et ensuite interviendront en contrepoint, en réflexion, mes 2 collègues que je salue, et je les remercie beaucoup pour leur implication. C'est Nathalie Topalian, qui est inspectrice de l'éducation nationale, qui suit l'histoire, géographie, les lettres. C'est précieux aussi cette trivalence dans les lycées professionnels, et Gérard Nathalie, qui est inspecteur d'académie, inspecteur d'éducation régionale pour l'histoire, géographie, dans la voie générale et technologique. Donc moi, à ce moment-là, je vais laisser la parole à mes 2 collègues, qui vont animer un peu le débat. Et bien sûr, je veux dire, tout le monde prend la parole, on est peu nombreux et c'est le principe. Et ensuite, on aura la présentation synthétique, et qui ne va pas répéter ce que vous avez fait ce matin, mais disons de réflexion. C'est un peu le moment que vous auriez souhaité qu'on ait tous ensemble, on va le voir maintenant. Donc il y aura effectivement Marseille Vert, le dispositif Marseille Vert et le dispositif Simone Veil. Simone Veil avec plein de... Oui, c'est ça, non, mais quand je dis oui, oui. Voilà, c'est le projet commun et le projet à 3 lycées. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour peut-être pour le mieux, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va tous se présenter, on est peu nombreux, et comme ça va être faciliter effectivement la discussion. Donc Nathalie Topalian, inspectrice en lettres, histoire, géographie, comme cela a été dit. J'officie donc en lycée professionnel, et mon regard il est, on peut dire, sur la trivalence, sur la complémentarité, en tout cas des programmes de français, d'histoire, géographie et enseignement moral et civique, puisque au lycée professionnel, l'EMC est évalué en histoire-géographie. Il est de fait porté essentiellement par des professeurs de lettres histoire-géographie. Ne souriez pas. Nathalie, Gérard Nathalie. Victime de James Bond. Et à l'histoire-géographie, ça a été dit. Référent mémoire citoyenneté. J'arrive pas à faire taire cet appareil. En tous les cas, référent mémoire citoyenneté et également référent éducation développement durable en copilotage avec Nathalie, ce qui fait que j'ai au moins 2 casquettes, une casquette verte, comme j'ai coutume de dire, et une casquette blanc-rouge, ça vous va? Madame Blanc, je suis professeure d'histoire-géographie au collège et au lycée Marseille Vert à la section internationale espagnole. Mon partage au lycée, monsieur.
Madame Soxy, je suis prof d'histoire-géographie en arabe pour la section internationale arabe, lycée et collège de Marseille-Vert. Lucie Richel, alors moi je suis étudiante en anthropologie à l'université d'Aix en France et en ce moment je suis en stage à l'association Aram. Je suis venue parce que l'atelier m'intéressait, voilà, par curiosité. Jacques Moussian, président de l'Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne, une association composée de bénévoles qui mettent à disposition de l'association leur expertise, comme la vice-présidente, professeure d'histoire et bien d'autres. Mais bon, malgré plusieurs carrières, fonctionnaire des PTT, syndicaliste, c'est à Aram que je me sens vraiment bien. Et ici, je me sens retourner à l'école. C'est dommage qu'on ne peut pas retourner le film à l'envers. Je suis venu ici pour écouter et apprendre. Katia Nico, donc professeure d'histoire-géographie EMC au Collège Olympe de Gouges. Et puis comme on est dans les deuxièmes casquettes et que tout se tient, donc, moi aussi je suis chargée de mission sur l'éducation et le développement durable. Donc voilà, comme ça on pourra aussi faire des liens. Alors Astrid Artin-Luciquian, donc enseignante d'histoire-géographie EMC au Collège Olympe de Gouges à Plan-de-Cuc, et également donc vice-présidente de l'association Aram. Voilà. Anne Blanchet, donc je suis conservateur au Musée d'Histoire de Marseille et je porte le projet de réouverture du mémorial des camps de la mort qui va devenir mémorial des déportations. Notre échéance c'est dans 3 mois, à la mi-décembre nous réouvrons. Et donc ça m'intéressait de vous écouter, échanger autour de la question de la transmission des génocides, de son enseignement. Et nous avons également un jardin autour de ce lieu qui est installé au pied du Fort Saint-Jean dans un ancien bunker construit par l'organisation TOT en 1943 au moment de l'occupation allemande de notre ville. Et donc voilà, je découvre un peu votre projet, je connais bien l'équipe d'Aram, je connais bien Monsieur Attali et Madame Topalian. Et donc voilà, je viens vous écouter, voir si peut-être des liens peuvent être possibles pour l'avenir, parce qu'on sait qu'on va recevoir certainement beaucoup de classes à partir de l'année prochaine. Carole Dubon, je suis professeure d'histoire-géographie au lycée Marseille-Vert. Simon Fagour, je suis professeur stagiaire en histoire-géographie au lycée Marseille-Vert. Benjamin Assegro, professeur d'histoire-géographie au lycée Marseille-Vert. Florence Tallard, en histoire-géo à Marseille-Vert. Daniel Bicolon, professeur d'histoire-géographie au lycée Marseille-Vert, puis je vous présente aussi la PAG que vous avez citée tout à l'heure, Association des professeurs d'histoire et géographie. Margarita Luzet, professeur d'histoire-géographie au lycée Marseille-Vert. Et Mathias Requillard, professeur d'histoire-géographie au lycée Marseille-Vert. Merci, merci infiniment. Donc, bien sûr, il y a peu de professeurs d'autres disciplines, mais je sais qu'ils sont intéressés. Et c'est vrai que voilà, l'objectif est aussi de partager sur des sujets assez importants, je veux dire, la compétence, l'imagination des professeurs, des chefs d'établissement. Alors, normalement, les chefs d'établissement, j'avais prévu qu'ils soient là, mais ils sont quand même très occupés par leur établissement. Donc ça veut dire que je pense que vous aurez à cœur aussi de montrer voilà, que finalement ces projets, je veux dire, partent voilà, du contenu d'enseignement, de questions, sont décisivement accompagnés quand même par les chefs d'établissement qu'on a rencontrés ce matin, et qui jouent un rôle pédagogique, je veux dire, pour moi, très bien réussi de ce point de vue-là, car c'est un enjeu, effectivement, comment est-ce qu'un chef d'établissement peut intervenir sur la pédagogie, et je crois que de ce point de vue-là, c'est un bel exemple de rencontre harmonieuse. Et donc, je les remercie vraiment publiquement, parce qu'ils ont fait un beau travail, c'était très présent, et donc, l'idée, vous voyez, c'est que l'année prochaine, on puisse être sur le site de Simone Veil pour voir le travail Simone Veil Olympe de Gouges, et que là, peut-être, il y a une délégation encore plus forte, on fera en sorte que le... Vous voyez que, moi, je suis très heureux que cet atelier de l'EHESS, parce que c'est l'atelier de l'EHESS, soit précédé d'un terrain. Parce qu'en fait, la recherche en sciences sociales, c'est du terrain. Et quand on est effectivement à Marseille-Vert ou à Simone Veil, Olympe de Gouges, on est sur le terrain. Et c'est très important, je crois, cet élément-là. Voilà, donc je propose effectivement qu'on envisage d'abord
fond, qu'est-ce que l'EMC peut apporter au sujet du jardin des souvenirs et de l'enseignement du génocide. Sentez-vous très libre. Simplement, l'idée, c'est que ça ne soit pas, effectivement, faites pas des tunnels, de manière à ce qu'on puisse avoir du temps pour débattre. Voilà, là, c'est un temps d'échange. Merci. Il est décidé qu'en fait, c'est intégré à l'enseignement de ces histoire-géographie EMC. Donc, ce sont les professeurs d'histoire-géographie qui se chargent essentiellement de l'enseignement moral et civique. Et c'est un enseignement, c'est un horaire global. Donc, nous, le niveau qui nous intéressait, qu'on a plus ciblé, c'est le niveau 3e. On a 3h30 pour faire le programme d'histoire, géographie et de MC. Mais nous, on le voit au Collège Olympe de Gouges et on n'est pas les seuls là-dedans, à l'inclure dans le parcours citoyen. Donc depuis la réforme du collège et la mise en place du parcours citoyen, on essaye le plus possible de sortir de notre salle de classe pour justement, alors je vais en dire 2 mots, nous on n'a pas un projet de l'année, on a plusieurs petits projets qu'on essaye de faire en interdisciplinarité et même au-delà du transversal dans le fonctionnement du collège. Donc c'est un peu différent en cela, avec le rôle de l'infirmière, par exemple, les liens avec le cuisinier. Enfin voilà, on essaye d'avoir une vision plus large que l'enseignement dans la salle de classe. Alors je lance de suite la patate chaude. Nous, au Collège Olympe de Gouges, pendant 4 ans, 5 ans, on est rentré dans ce parcours citoyen, pas que, mais en particulier sur l'éducation et le développement durable. Et donc du coup, moi j'ai ressorti avec ma collègue, quand on a travaillé dessus, 3 guides en fait. On nous demande en 3e de développer la conscience de la responsabilité individuelle et collective en lien avec les discriminations. Donc ça nous paraissait évident de rentrer, par ce projet, de pouvoir développer cette conscience, de travailler sur les questions morales et éthiques de la société en lien avec le programme d'histoire. Donc là aussi, ça nous permettait de travailler ces questions. Et il est précisé, vraiment noir sur blanc, d'insister sur la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie, qu'on ne faisait pas forcément en 3e. Donc on le faisait plutôt en 5e. Donc là maintenant c'est fléché sur l'exemple. En fait c'est fléché en 5e, puis en 4e, puis en 3e, un curriculaire, on revient. Mais pour la première fois ça nous est écrit et demandé de manière très précise. Il est dit aussi dans les repères annuels qu'il est important d'accorder de l'importance aux journées mémorielles dans le cadre d'une construction d'une cohésion sociale et de travailler sur ces journées mémorielles. Donc là aussi, le projet va nous permettre, on le faisait déjà et le projet va pouvoir nous permettre de continuer. Et puis bien sûr, il y a tout un volant de l'EMC qui est sur la notion d'engagement des futurs citoyens. Donc l'idée il y a l'expression démocratie participative, donc de travailler sur ce projet avec les élèves, de les faire réfléchir et de leur faire proposer, qu'ils soient force de proposition, qui voient la complexité de la mise en œuvre d'un projet entre la théorie et la réalisation. Donc tout ce travail évidemment nous intéresse beaucoup pour l'EMC. Voilà. Donc peut-être sur les projets. Alors, je dois une excuse quand même à l'assistance. C'est vrai qu'on voit la voiture midi à sa porte, comme on dit. Comme je me suis occupé du programme pour les lycées, je pensais que le projet de l'année était aussi dans les collèges. Mais bon, pourquoi pas Voilà, excusez-moi. Enfin bon, l'idée de l'EMC, c'est quand même effectivement d'éveiller les élèves au sens de la responsabilité et de l'engagement. Et en fait, ça, on le réalise assez bien en les mettant dans un projet concret. Et c'est pour ça que le lien avec le parcours citoyen est excellent. Donc, mais alors du coup, nous au collège, donc c'est plus jusqu'à maintenant, on faisait des petits projets, enfin pas petits, c'est-à-dire dans le temps, fixés dans le temps. Et par exemple, au mois de décembre, chaque année, on avait un projet autour de la journée de la laïcité. Donc ce sont les élèves ont travaillé sur la charte de la laïcité en EMC. Donc avec les modalités propres à l'EMC, recherche documentaire sur la laïcité, sur la charte de la laïcité, travail en groupe, coopération, mutualisation. Donc c'est un travail qui s'y prête très très bien. De faire travailler l'oral à nos élèves de 3e.
Et quand ils avaient bien pris la mesure de ce qu'était la laïcité, la charte de la laïcité, on les envoyait en ambassadeurs, on les envoie d'ailleurs parce que c'est encore prévu cette année, en 6e, 5e, 4e, pour qu'à leur tour, ils expliquent ce qu'ils ont retenu de la laïcité, de la charte de la laïcité. Et donc en fléchant des articles de la charte par rapport au 6e, au 5e, au 3e, d'adapter les articles qui sont travaillés et présentés aux élèves. Et on leur donne un format très précis de 5 minutes, en vue aussi de les préparer à l'oral du DMD. Donc ça permet de faire travailler plein de compétences, hein. On est tout à fait là-dedans. Oui, je peux rajouter également l'engagement au cours de la journée du 11 novembre. Donc l'année dernière, c'est des élèves volontaires ont participé à la commémoration de l'armistice en tout simplement retraçant le parcours des poilus de Plan de Cuques qui étaient inscrits sur le monument aux morts. Et donc c'était une première également pour la commune d'accueillir comme ça des collégiens. Et voilà, ils nous ont demandé de réitérer peut-être cela. Et on avait travaillé également sur la recherche d'informations avec le site Mémoire des Hommes. Voilà, donc un vrai travail d'historien, de recherche, où des élèves ont pu comme ça, on va dire, rendre vie à certains poilus et en les décrivant. Voilà, donc c'est vrai que c'était également cette forme d'engagement et on peut le faire parce qu'on dispose également dans notre structure d'accompagnement personnalisé. d'AP, on retrouve les élèves par demi-groupe. Et ça, c'est une excellente chose. Précieux. Oui. Disons-le, précieux. Et ça s'était terminé par un temps fort, parce que ça aussi c'est demandé, hein, que ça soit nous, enfin, dans le MC du collège, mais aussi dans le projet de l'année au lycée, l'idée d'un temps fort. Donc l'année dernière, ce temps fort a été très tôt dans l'année, mais c'est le 11 novembre où nos élèves, en dehors donc, de leurs heures de cours, sont allés retracer ces parcours devant le monument aux morts de la commune, devant les élus, les officiels, quelques anciens combattants, d'autres guerres évidemment, des parents qui étaient venus nombreux, représentants des parents d'élèves, enfin, et c'était un aboutissement concret de la participation à la vie de la commune, sur leur territoire. On était vraiment dans cette optique-là. Voilà. Sinon, un dernier projet qu'on a mené, mais qu'on ne mène plus, c'était inscrit avant dans le programme de 5e, c'était de monter un projet de solidarité. On avait ça. Et ces projets de solidarité, on essayait que ce soit les classes, les élèves qui le montent, qui y réfléchissent. Et notamment, je pense à une année, les élèves avaient organisé un concours de collecte de bouchons. Donc évidemment, dans le cadre de l'éducation au développement durable, à force d'en entendre, il en était resté quelque chose. Et c'est eux qui ont cherché des partenaires, qui sont allés voir la mairie. Et donc ils se sont rendus compte du tissu aussi associatif, de discuter avec des partenaires, les contraintes, comment est-ce qu'on faisait pour écrire un courrier, aller se présenter, parler. Et puis après, jusqu'au bout du projet, la remise de ces bouchons collectés aux associations. Donc là encore, tissu associatif, et de travailler ensuite avec les collègues de sciences sur le devenir de ce plastique. Donc ça permettait de faire du transdisciplinaire aussi. Ça, c'était pour nos petits projets du collège. C'est dans peut-être une remarque, prolongement. Je vais dire rapidement deux mots, parce que de toute façon, aucun lycée professionnel n'est représenté dans cet atelier. Pour une raison simple, l'établissement Prince de Chapuis a actuellement un gros souci. Donc à gérer lié au décès d'un élève et donc le chef d'établissement et les équipes ne pouvaient pas se déplacer aujourd'hui. Mais un petit mot avec un regard extérieur et pas si extérieur que ça parce que nous avons au lycée professionnel aussi des troisièmes qui auparavant prépa troisième prépa professionnelle deviennent des prépa métiers à partir de cette année et donc nous sommes aussi avec ce programme, avec la particularité de n'intervenir que sur la dernière année du cycle. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir combien ces petits projets sont au final
de grands projets, me semble-t-il, à la fois par la démarche que vous mettez en œuvre, mais aussi par l'activité transversale sur laquelle on perçoit bien combien, en tout cas, la maîtrise de la langue ou la prise de parole est prégnante. Et donc de petits projets qui ont quand même de grands enjeux et de grands enjeux aussi sur les citoyens de demain. C'est juste ce que je veux. Et puis si je peux me permettre, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est l'importance des débats qu'on peut organiser en classe. Donc les débats réglés qui sont très très importants et qu'on travaille depuis la 6e, parce qu'on ne va pas attendre la 3e pour qu'ils y arrivent. Donc très progressivement, dès la 6e, voilà, des petits moments de débat qui sont au départ soi-disant spontanés, ou en tout cas c'est comme ça qu'on le présente, et puis progressivement de leur montrer qu'il faut avoir de la consistance pour pouvoir débattre, des arguments, donc il faut faire une recherche documentaire, mais pour pouvoir s'exprimer et convaincre, il faut pouvoir s'exprimer effectivement dans une langue correcte, maîtriser la langue, et puis s'écouter, et petit à petit, ces règles se mettent en place et puis se poursuivent évidemment au lycée. On perçoit bien que la question de l'altérité de l'autre, qu'on a évoquée ce matin aussi avec les projets, elle est aussi là très, très intéressante, parce que pouvoir s'écouter, c'est pouvoir aussi écouter, avoir le courage d'écouter peut-être une pensée différente, un propos différent, une idée différente, essayer peut-être de la combattre, ou du moins d'échanger, d'entendre ce que dit l'autre, et sur ces collégiens, c'est très bien. C'est aussi un des enjeux de l'enseignement moral et civique. Je te laisse. Alors, d'abord, je voudrais saluer la présence des 2 professeurs stagiaires, puisque en effet, je les ai croisés en début de... Autant pour moi. J'ai essayé de faire un peu des magots, mais c'est pas grave. Au moins du professeur stagiaire, parce que je les ai croisés, les professeurs stagiaires, il y a un mois maintenant, et en effet, je pense qu'ils étaient plutôt obnubilés par la préparation de leur cours. Ils doivent même se dire maintenant, mais je dois préparer mon cours pour demain, qu'est-ce que je fais là? C'est une dimension du métier peut-être qu'ils découvrent, mais je pense qu'elle est aussi elle est très importante, parce que la plupart des professeurs qui sont autour de la table, malgré tout, témoignent d'un engagement dans des démarches de projet qui est tout à fait à saluer. Naturellement, il y a quand même la forte présence de M. Miquelon, je le connais suffisamment pour savoir qu'en effet... Madame Bon a bien fait de libérer notre stagiaire. Alors on vous donnera quelques petits conseils pour préparer vite et bien. Alors une fois cet aspect des magots écarté, sur le MC, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a là une organisation qui est quand même originale, installée, qui donne beaucoup de légitimité aux professeurs d'histoire-géographie à faire de l'enseignement moral et civique. Ça me paraît très important. Alors sur la question parce que les choses sont un peu différentes, me semble-t-il, au lycée. Mais au collège, les choses se sont installées, et c'est vrai que le fait qu'il y ait une épreuve de MC qui est désormais dans l'épreuve d'histoire-géographie a contribué à largement stabiliser et lever les inquiétudes qui étaient encore perceptibles en 2015. Donc les choses me paraissent être quand même importantes à noter sur ce plan-là. Sur les repères de progression, les repères annuels de progression, alors je dois dire une chose, c'est que en histoire-géographie, nous avions dès le début, dès 2015, dès 2016, des repères annuels de progression. On n'en avait pas en EMC, et j'ai senti comme une nuance de crainte chez Canico. Bon, est-ce que ça devient contraignant? Ce qu'elle nous a lu, et ce que je sais des repères annuels de progression, me laisse supposer, mais je parle sous votre contrôle, que en fait, c'est suffisamment large pour permettre une appropriation à la fois par les professeurs et par leurs élèves la plus facile possible. On n'est pas sur des repères annuels de progression tels qu'ils peuvent exister en histoire, où là, en effet, il y a un passage et des passages très obligés, très contraignants, relativement contraignants, par lesquels on fait passer les élèves. Là, il y a une souplesse d'écriture et qui, à mon avis, retentit sur le travail qui est peut-être attendu des élèves. Je crois que c'est très important à le dire. D'autre part, naturellement, je constate une chose, c'est que, certes,
Il n'y a pas de projet de l'année au niveau du collège, mais ce qu'on découvre, c'est que le MC fonctionne par du débat et par des démarches de projet. Compte tenu du volume horaire, je crois que pour beaucoup de profs, c'est un défi supplémentaire. Parce qu'avec une demi-heure s'engager dans une démarche de projet, je crois qu'il faut saluer, encore une fois, la manière dont les professeurs relèvent ce défi. Je crois que c'est fondamental. Reste quand même et là c'est un petit, comment dire, une petite contrainte personnelle, reste quand même à ce que pour les élèves, ça reste bien fléché EMC quand même, enseignement moral et civique. Car sinon, on risque de se retrouver comme en 2015 ou comme en 99, quand se met en place le CJS, et où on a des élèves qui nous disent « mais nous, on ne fait pas d'éducation civique ». Donc il y a vraiment la nécessité de toujours penser, c'est pour ça que les repères annuels de progression sont, je crois, utiles, dans la mesure où ils permettent cet ancrage dans des capacités qui sont attendues justement dans ce type de programme. Voilà ce que je pouvais dire brièvement. Merci Nathalie, merci Gérald. Est-ce que sur le volet EMC, est-ce que vous souhaitez, on va reparler bien sûr de l'EMC dans le cadre de l'objet qui vous intéresse plus précisément, les génocides, mais est-ce que vous souhaitez... Alors, le lien qu'on va faire donc avec les deux projets dont on va écouter la présentation, on peut faire un lien avec l'EMC parce que l'enseignement moral et civique a pour fonction aussi de prendre en charge, font des événements qui dépassent le cadre de l'histoire-géographie, je dirais. Et c'est vrai que les génocides, de par l'ampleur de l'événement, c'est-à-dire ce projet génocidaire de destruction humaine, cette responsabilité universelle des sociétés, des États, cette question du droit capable ou non de s'opposer aux génocidaires. On est dans des questions si importantes que finalement l'EMC peut être aussi, de par le projet de l'EMC, de poser la question morale, celle qui intéresse nos valeurs les plus profondes, la question aussi de que fait le citoyen. L'EMC, effectivement, est légitime pour traiter ces questions-là aussi. Je pense qu'il faut l'envisager comme ça. Voilà. Donc c'est le lien qu'on va faire avec la présentation donc, des deux projets initiés donc, par finalement le thème de la HESS, on finit avec la nature, et donc l'orientation pour cet atelier vers les jardins du souvenir des génocides, donc la présentation de ce qui, depuis le mois d'avril, n'est-ce pas, sur Daniel, a pu être lancé brillamment, et encore une fois, ce qu'on a vu ce matin nous a énormément convaincus, et aussi parce que, voilà, on entendait les élèves, on voyait tout le travail que vous avez mené avec nous. Voilà, donc peut-être on va commencer par les trois lycées, Marseille-Vert, Poinceau-Chapuis et le lycée agricole des Calanques. C'est intéressant parce qu'en plus, le lycée agricole, ça dépend du ministère de l'Agriculture. Donc là, on est en interministériel. C'est très bien. Voilà, donc on vous écoute, un peu comme vous le souhaitez. Et ensuite, peut-être, ça serait intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions précises sur le projet Marseille-Vert, Marseille-Vert et autres lycées, on les pose. Mais si c'est pour de la réflexion, peut-être on attend la présentation du projet Olympe de Gouges, Simone Veil. Comme ça, là, on peut effectivement ouvrir largement le débat et écouter donc Nathalie et Gérald pour leurs analyses sur les... On représente le projet Oui, enfin... de manière un peu plus rapide. C'est peut-être aussi nous indiquer aussi où vous en êtes, parce que c'est vrai qu'on a eu... donc moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la manière dont finalement vous avez pu raccrocher beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes un peu sur cette thématique du jardin du souvenir, mais maintenant, il faut que vous l'appropriez aussi, il y a ça. Ensuite, concrètement, là, vous avez un parc, oui, parce que il y a une responsabilité aussi, d'une certaine manière, sur vous. Donc on va essayer de nous dire un peu là, oui, de manière peut-être plus pratique, voilà, là où vous en êtes, là où vous voulez aller. Là, pour l'instant, on en est avec les élèves. Je crois
à tous, c'est qu'on a commencé ce qu'on vous avait dit, la démarche historique ce matin, donc la réflexion sur qu'est-ce qu'un génocide et les différentes définitions des génocides. On est aussi contraint par l'horaire, parce qu'on est à 18h. Donc c'est une très très grosse contrainte. On est en classe entière. Une semaine sur deux. Une semaine sur deux, on voit les élèves qu'une semaine sur deux. Parce que là, c'est l'EM, c'est Et en classe de MC. Donc 18h sur l'année. 18h sur l'année. En classe de première. En classe de première pour l'instant, oui. Je vous ai fait plutôt côté calendrier, vous voyez un peu la lourdeur, si vous voulez, des événements. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, vous vous rendez compte des contraintes, ça c'est deux, enfin voilà, c'est le calendrier sur. Vous vous rendez compte des contraintes en fait en termes jusqu'au-lycée, là on a des épreuves communes, première, dernière. C'est deux feuilles, c'est deux feuilles. Oui, parce que c'est vrai que non mais c'est voilà, c'est vous vous rendez compte de la lourdeur. le calendrier de l'année de lycée est très court. J'avais fait le photocopier, il est illisible, le plan du parc, mais c'est plus ou moins illisible. Comme toujours. Ça sert à rien. Fais-le passer. Oui, fais-le passer. Parce que, voilà, donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des contraintes évidemment horaires, mais on a des contraintes des épreuves communes, les contraintes des voyages, les contraintes de la semestrialisation. Et le MC, il est évalué, c'est 10% maintenant, quand même, dans le bac. Donc il faut qu'on arrive aussi à trouver un projet où on puisse évaluer, évaluer à la fin du premier semestre et finir en fait notre travail. Nous, on pensait le finir la fin du mois de mars. Voilà, c'est partir de choses très matérielles. Donc on avait conçu notre projet sur l'année comme ça. Donc c'est pour ça qu'on avait découpé 3 étapes vraiment importantes. Le travail de mémoire, l'histoire, le travail de mémoire, et ensuite une espèce de travail de prospection, de mise en place. Et là, on est dans la théorie absolue, on sait pas, on espère pouvoir faire la prospection en terminale, en fait, en restant sur le programme de MC, la démocratie, parce que vous savez qu'il y a le rôle du citoyen aussi sur son territoire. Mais voilà, on est quand même dans la théorie. Est-ce qu'on se prenait en resserrant le nombre d'élèves. On pensait prendre 4-5 heures. On a quand même un cadre général qu'on a un peu fixé, parce que peut-être pour tout le monde n'est pas... Oui, pardon, On a un cadre général qui est que c'est toute l'équipe d'histoire-géographie du lycée qui va travailler sur le projet. Donc on va le faire sur toutes les classes de première, dans le créneau de l'EMC. Donc du coup, le créneau de l'EMC devient un projet au niveau de l'établissement, donc il va falloir qu'on fasse inscrire au projet d'établissement assez rapidement. Qui va engager tous les élèves et qui va donc permettre de le faire du coup sur, non pas 1 mais sur 2 ans, puisque comme tous les élèves seront engagés, peu importe les restructurations de classe l'an prochain, on pourra avoir un vrai travail et continuer même si on n'a pas les mêmes élèves, nous c'est pas grave, ils auront travaillé sur les mêmes choses. Le volet de cette année, c'est plutôt un volet de définition théorique de ce que c'est qu'un génocide, puis ensuite un travail de documentation et d'appropriation par les élèves sur soit un génocide, soit un aspect, on va dire, qui va recouvrir plusieurs génocides. La question, je sais pas, des bourreaux, la question du droit. Voilà, que les élèves s'approprient une question par une entrée. Ça, c'était un débat qu'on avait justement en fonction du nombre d'heures. Mais c'est sûr que ça va devoir rentrer sur peu de temps. Sur des élèves de première, parce que c'était un gros débat, je me souviens, parce qu'on est sur des élèves de première qui n'ont pas en fait la question des génocides au programme de première. Et donc soit on rentrait de manière très par le génocide, des questions type journaliste que tu évoquais ce matin, soit on rentrait par une thématique. Et voilà, et en resserrant le volume horaire, si on voulait qu'à la fin il y ait quand même une production, que les élèves puissent quand même exposer quelque chose, ou voilà. Mais peut-être que tu rappelles comment ça rentre dans le MC. Ça rentre dans le MC parce que c'est les fragilités du lien social, axe 1, et le deuxième axe, c'est les recompositions du lien social. Donc sur les fragilités, il y a tout le travail du rapport à l'autre, le repli sur soi, qui est la première étape, éventuellement du mécanisme génocidaire. Donc il y a aussi la lutte contre le négationnisme, les fake news, les théories du complot. Donc ça, je pense qu'on est vraiment dedans. Et sur les recompositions du lien social, c'était ça, pour le coup, c'était plus le volet création du jardin et travail sur la mémoire avec le lien en valorisant le lien intergénérationnel, en
et en mettant les élèves en situation d'engagement et de réalisation concrète en dehors de la classe. Voilà. Et ce qui nous amène à le penser sur les terminales et donc éventuellement avec les élèves, à resserrer peut-être le pool d'élèves à ce moment-là, c'est effectivement sur l'ESP, pourquoi pas, c'est beaucoup le volume horaire, parce qu'on aimerait tout faire en première. Mais ça nous paraît pas possible. Et c'est ce qui nous amène aussi peut-être à se dire qu'on va avoir des élèves qui vont choisir une recherche documentaire sur un génocide et d'autres élèves qui vont peut-être avoir une approche plus mémorielle d'emblée. Et à nous de faire le lien par des interventions magistrales de façon à ce qu'ils ne se perdent pas. Voilà, mais c'est vrai que le jardin du souvenir en lui-même, je ne sais pas, on l'envisage plus thématique, ça clairement. Ce que je crois, c'est que cette première année est un travail d'historien et travailler donc dans le cadre de l'EMC, mais il y a aussi une obligation en parallèle de préparer le projet de la deuxième année avec d'éventuels partenaires, un architecte paysager qui devrait venir travailler sur le développement durable aussi ou l'aménagement du parc. Donc là, d'élargir évidemment au-delà de l'histoire et géographie EMC sur le projet de la deuxième année. Et là, on attend aussi un peu que vous nous apportiez éventuellement des éclairages. On est dans l'inconnu là, totalement. Mais je crois qu'il y a une très bonne volonté de notre part. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas visualiser. Et puis on pense qu'on a une équipe de professeurs peut-être un peu différente l'année prochaine. Si on est vraiment sur la réalisation du projet, ce sera d'autres, je pense aux professeurs de lettres, philo, art plastique. Voilà, il y aura peut-être une autre équipe. Et la direction aussi. Mais en même temps, en disant aussi qu'on voudrait que ce soit quand même le projet des élèves aussi. C'est un point important. Je peux poser une question. Donc au lycée Marseille-Vert, comment se fait la répartition de l'EMC parmi les professeurs, parmi les disciplines? Alors en seconde c'est les SES et en première c'est nous. Et c'était pour les questions de poste. Et c'était pour les questions de poste. Et en terminale? En terminale, philosophie, moi je les ai pas. On l'a que pour les terminales. Oui, c'est une répartition qui est un peu... Mais je vous avouerai que ça a vraiment servi de fusible pour sauver un enseignant de SES. J'espère, parce que ce qui est arrivé dans bien d'autres cas, comme des services. Alors, on peut le prendre comme comme une faiblesse, on peut le voir aussi comme un avantage, c'est-à-dire que c'est le moyen pour vous d'impliquer d'autres enseignements que l'histoire-géographie. Enfin, puisque vous nous disiez, on attend un peu de vous quelques conseils. Sur ce type de projet, il me semble qu'on a tout intérêt à élargir justement les champs disciplinaires de façon à ce qu'ils y apportent leur contribution. On a vu sur d'autres projets que c'était capital. Ça, c'est une première piste importante. Maintenant, encore faut-il les convaincre que ça leur sert pour leurs propres enseignements. Mais je pense qu'il y a un cadre justement de la spécialité où il y a des philosophies, des lettres, et je pense qu'on est dans cette démarche-là. Et puis le lycée Marseille-Vert, c'est un lycée qui porte des projets, vous l'avez vu, on a l'habitude de travailler. Donc ça, c'est pas une question qui... Non, je pense qu'il y a de la philo, les lettres et les spécialités théâtre, audiovisuel, on a des élèves naturels. Aussi, je pense à l'apport des professeurs de la section internationale. Par exemple, je suis professeur d'histoire géo, mais je suis aussi la professeure de littérature. Alors, le programme de première n'a plus le thème de la mémoire, mais je fais des cours aussi sur la littérature de la mémoire, sur Primo Levi et des autres auteurs qui ont des poèmes qui parlent de ça. Alors, oui, disons que c'est vrai qu'il faudrait, et aussi avec les professeurs de philosophie, moi personnellement, c'est plutôt un contact direct avec le professeur de la section, non? Mais effectivement, ce n'est pas un projet écrit. Pour l'instant, non. Mais non. Pour l'instant, tout est à écrit. Je viens d'arriver cette année, mais je suis très contente
endroit comme le collège je travaille. Et d'habitude, je travaille avec l'interdisciplinarité à MENAI. J'espère que le programme accordé pour le ministère espagnol et français, je dois le faire avec les élèves, mais à mesure que ce sera possible, je vais partager avec les autres scolaires de la section et les professeurs de méthodologie pour ajouter quelque chose, j'espère, à les projets de ces appels. Alors, il y a le thème sur la mémoire historique en terminale, que c'est officiel et que peut ajouter que la science travaille à Ok. Allez, Christine. Et la première semaine de novembre, il y aura aussi un rencontre à Paris avec les sections italiennes, espagnoles et portugais, avec les jeunes aussi d'histoire géo de la section internationale. Je pense qu'on va avoir aussi plus d'informations, mais aussi une opportunité d'échanger des idées et de reporter aussi ce qui s'y passe ici. Parce que finalement, en fait, c'est vrai qu'on a choisi, on va voir avec le projet Simone Veil au Rouge, c'est vrai que voilà, cette thématique du souvenir des génocides a émergé en lien avec la présence du parc du jardin. Mais c'est vrai que quand on déroule un peu la ficelle, on se rend compte que c'est très riche au point de vue de l'entrée dans la connaissance de l'événement. D'abord, c'est vrai qu'on est sur une échelle très locale, des lycées, des jardins, mais aussi une approche nationale, du fait quand même malgré tout la volonté quand même des pouvoirs publics, des enseignants, de la société, d'assumer ces génocides qui, bien sûr, concernent à chaque fois la France, mais qui concernent aussi finalement le reste du monde. Et là, peut-être qu'en tout cas, depuis ces dernières années, la France ne refuse pas ses responsabilités dans cette pédagogie. Et puis, il y a un aspect mondial, je dirais, parce que dans tous les pays se pose la question de la commémoration, parce que chaque pays a reçu des réfugiés, donc ces réfugiés qui souhaitent, des survivants, qui souhaitent maintenir des mémoires, donc à travers des lieux, des cérémonies, des souvenirs. Parce que, encore une fois, vous voyez, moi j'ai parti de l'idée de Bruce Clark à Kigali, qui fait un jardin de la mémoire, et je me suis dit, voilà, au fond, réfléchissons à ça. Donc, ce que je pense, c'est que le projet que vous menez, d'abord, bien sûr, il est en EMC, mais c'est vrai que vous pouvez l'accrocher sur quelques heures d'histoire-géographie ou de littérature, ou d'art, ou encore d'autres disciplines. Même le PS pour l'idée du mouvement, de la déambulation, tout ça. Je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à voir. Donc déjà, vous pouvez récupérer quelques heures quand même d'autres enseignements pour enrichir. Je pense que là, c'est tout à fait légitime. D'autant qu'en seconde première, en première, on aborde le génocide, en terminale, c'est le génocide du Tutsi au Rwanda. Donc là, c'est légitime quand même que dans les programmes disciplinaires, au-delà de l'EMC, on puisse en parler. Et la deuxième chose qui, moi, me paraît important, c'est ce que j'ai dit un peu ce matin, ce qui permet, vous voyez, d'ancrer, d'aller finalement assez rapidement dans le projet concret, mais aussi dans des réflexions qui sont celles de la société et donc aussi de la société civique, c'est voilà, la question de la commémoration, la question de comment des événements passés sont présents. Alors, il y a bien sûr la commémoration, mais il y a le fait aussi que ces événements, les génocides, et ça c'est la particularité des génocides, les génocides ne se terminent jamais. C'est-à-dire que, ne serait-ce que le négationnisme fait que le génocide passé est toujours présent. Et puis, il y a la quête justement des responsabilités, le jugement des coupables, tous ces éléments qui font que ce sont des événements passés qui ne sont jamais passés.
Et donc ça veut dire que avec les élèves, prendre des études de cas, voilà, au fond, il y a des monuments, il y a des cérémonies, comment ça se passe, et nous, on est en capacité de faire des choses et peut-être même d'innover. Parce que, sans vous mettre trop la pression, en fait, ce que vous faites là, personne ne l'a jamais fait. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et en plus, je ne pense pas que, à mon avis, pour avoir étudié le projet de Grosse Clark, je ne pense pas que ça soit, en l'état actuel, c'est une bonne idée, mais je trouve que la réalisation, moi, ne me convainc pas. Voilà, donc c'est pour ça que, vous voyez, comme en réfléchissant sur les formes de la commémoration, et ça c'est en plus des énoncés très sciences sociales, les sciences sociales, la sociologie, voilà, comment est-ce que les sociétés commémorent, se souviennent, c'est fondamental. C'est du reste, c'est du vivre ensemble, c'est essentiel. Mais au fait, comment aussi on fait pour que ça ne soit pas totalement dramatique, pour qu'il y ait de l'espoir, pour qu'on innove. Ouais. Donc c'est un petit peu les petits conseils peut-être aussi que je voulais vous suggérer. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant là tout à l'heure, ce matin, là, le lieu, et donc là on a le plan, hein, alors, mais ça c'est le plan sans le domaine, hein, c'est juste le plan du bâtiment. Bah, c'est vrai qu'on se dit, plein de choses existent. En fait, c'est vrai que voir le jardin de Marseille Vert, c'est à la fois comment faire, en même temps, c'est un lieu. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. On sent le lieu, mais on dit, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, mais là, je pense que vous avez les moyens intellectuels, pédagogiques pour réussir. Alors, intellectuel et pédagogique, certainement. Après, si je peux me permettre, je vais être très terre à terre, les moyens financiers. Parce que je crois que le parc appartient à la région. C'est le montage du projet. On va avoir des contraintes, puisque le parc appartient à la région. Il y a ce projet que vous maîtrisez mieux que moi sur le développement durable là, du parc. Donc c'est aussi, on ne sait pas tellement par quel bout le prendre, soit on fait, les élèves imaginent complètement l'emplacement, imaginent vraiment ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'on arrive déjà avec les contraintes qui sont là, enfin, voilà, quelle démarche on adopte par rapport à ça? Alors peut-être par rapport à cette question-là, on va peut-être écouter, parce que là les réponses sont les mêmes. Écoutez donc Olympe de Gouges, Simone Veil, mais est-ce qu'il y a des questions aussi peut-être précises sur... Des questions assez ponctuelles qu'on aimerait poser. Qu'est-ce que j'avais pour le financement, la question du financement, il y avait aussi la question des intervenants. À quelle place on faisait à des conférenciers, à des témoins. Voilà, peut-être on peut en parler. Oui, des questions très concrètes. Voilà, la question de la relation avec le camp d'Émile. Oui. Le calendrier, quel calendrier, quels sont... Et aussi, voilà, je n'ose pas vraiment la poser, mais quelles sont vos attentes institutionnelles? Vous comprenez ce que je veux dire? La question que nous maîtrisons. La question est posée. Si vous voulez, voilà, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de nous en termes de calendrier ou du cinéma? C'est ça, en fait. Nous, ce qui nous permet après de s'annoncer. Vous voyez, on ne sait pas trop comment je le faire. Bon, mais je pense qu'on écoute peut-être, parce que là, c'est des questions qui vont se poser. Alors, est-ce que, voilà, sur Marseille Vert, Poisson Chapuis, les calanques, est-ce qu'il y a des questions peut-être précises ou, je ne sais pas qu'on a plus le sujet à ce moment-là, mais... Si, peut-être une question si on travaille, c'est très super de travailler en réseau avec les 3 établissements, mais c'est vrai qu'il faut prévoir des temps forts de mise en relation entre les collègues. C'est la partie construction. Voilà, on a des liens avec ses collègues, mais concrètement, quelle place ils peuvent avoir pour, par exemple, l'idéal, ce serait que des élèves du lycée des Calanques amorcent un travail vraiment de paysagiste en collaboration avec les élèves. Et là, c'est vrai que ça nécessite aussi... Mais est-ce qu'on cantonne un travail de paysagiste? Ah oui, voilà, non, c'est pas... Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est que ça peut être une interaction. Comment on articule? Moi, je vais évoquer le lycée professionnel, pas le lycée agricole. Je n'interviens pas sur le lycée des Calanques, mais sur le lycée professionnel le plus proche, ce
bon, soit on travaille en réseau, auquel cas on peut lancer la chose à plus grande échelle avec l'ensemble des lycées professionnels qui sont dans le réseau Calanque, soit on reste sur la proximité qui a au moins l'avantage de ne pas présenter, on va dire, de contraintes financières sur des déplacements d'élèves. Hein, voilà. Et donc si on est sur Pont-au-Chapuis, moi il nous semble en tout cas important que le lycée professionnel ne soit pas simplement vu comme étant le lieu de réalisation et d'une production qui certes peut être tout à fait intéressante aussi. Je vais vous donner l'entrée qui est possible, mais surtout de faire en sorte que ces élèves de lycée professionnel puissent rencontrer les élèves du lycée et échanger sur les connaissances qui sont celles donc, des programmes. Alors c'est en particulier aussi du lycée professionnel, parce que si jusqu'à présent en classe de CAP les génocides étaient étudiés, nous sommes aussi dans une refonte de programmes, donc c'est vrai que c'est l'entrée enseignement moral et civique qui sera l'entrée commune. Voilà, je crois que ça c'est à privilégier, et avec l'avantage que le professeur on l'a dit trivalent, les lettres, la littérature. Parce que tout le programme en français permet de venir, on va dire, dialoguer comme ça sur le sujet. Donc là, les possibilités y sont, avec les mêmes contraintes que vous avez évoquées, à savoir des contraintes horaires, qui se rajoutent à une alternance qui est liée aux périodes de formation au milieu professionnel, mais on a une autre entrée possible qui est celle du chef-d'œuvre, puisque en lycée professionnel, désormais, concrètement, ça ne sera possible qu'à partir de l'année prochaine, sur la classe de première et de terminale, bac pro, les élèves doivent réaliser donc un chef-d'œuvre, donc une production finale qu'ils vont ensuite présenter dans un grand oral. Donc vous voyez combien le chef-d'œuvre peut très bien s'intégrer dans ce projet, et c'est en ce sens en tout cas que de mon côté, si vous voulez, pour que vous compreniez bien qu'on vous accompagne, mais moi de mon côté, c'est le discours que je vais tenir aux équipes, à l'ensemble des équipes de Pont-au-Chapuis, pour qu'on puisse travailler ensemble sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il faut l'inscrire dans un temps long, mais vous l'avez inscrit ainsi, donc c'est parfait. Et travailler en complémentarité, voire même, voilà, surtout dans cette proximité-là, ensemble. Sur juste les aspects précis du projet Marseille. Ils attendent de nous quasiment un cadrage sur l'ensemble des 2 années. Je pense, mais je crois peut-être entendre parce que je suis en train de prendre quelques notes. On essaiera de vous faire des propositions précises de façon à ce que, d'une part, on vous engage, d'autre part, en même temps, ça conduit par ailleurs à tenir bon sur les engagements des uns et des autres. Il y a un paramètre qu'on ne tient pas aussi, ce sont les élèves quand même. Parce que on est inventif, je connais le propos du ministre, il faut se mettre à plusieurs et on est toujours plus fort quand on est plusieurs. Par contre, je prétends quand même que l'inventivité est du côté des plus jeunes des élèves. Donc tôt ou tard, il faudra aussi penser à cela quand on travaillera à la réalisation du projet lui-même. Et je crois que vous devez dans un être. Alors oui, je voulais d'abord excuser la... Oui, pardon. J'avais juste un dernier point par rapport, avant justement par rapport justement à l'articulation sur les lycées. Bien sûr, il faut surtout ne pas spécialiser les élèves en fonction de leur voie professionnelle, de leur voie. Et je crois que ce qui serait très intéressant, c'est par exemple que les élèves du lycée agricole expliquent aux élèves de Marseille Vert ce que c'est que la création paysagiste. Non seulement c'est très bien pour les élèves de Marseille Vert, mais en plus, dès lors qu'un élève expose comme un professeur, il me semble que les choses sont gagnées, je ne peux pas dire aux élèves surtout. Mais bon, vous voyez, ça, et précisément, qui est vraiment, c'est-à-dire que chacun apporte ses compétences pour imaginer des aspects effectivement un peu intellectuels, parce qu'un jardin, ça se pense évidemment, mais aussi de réalisation concrète. Et
qu'au fond, il n'y ait pas des lycées des élèves et des professeurs des lycées qui se spécialisent sur tel ou tel élément du projet, mais que tout se fasse en commun. Et ça peut être vraiment très très bien, et que justement apprendre ce que c'est que la création paysagiste pour des élèves de la voie générale, c'est essentiel, parce que le regard sur le jardin, cette sensibilité, c'est aussi une manière d'accéder à toutes les notions de développement durable, d'espace proche, etc. Donc voilà, je pense que là, il y a effectivement un point vraiment important sur le travail avec les autres établissements. C'est vrai que ça complexifie un petit peu les choses. Hein. C'est peut-être plus facile de nous dire, peut-être c'est plus facile entre collège et lycée de la voie générale, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là, si on met un lycée agricole, un lycée professionnel, un lycée général et écologique, ça devient un peu plus complexe. En même temps, ça vaut la peine, ça crédibilise aussi votre projet, je crois. Ça fait du lien, et ça vaut la peine de montrer aux élèves que voilà, ils vivent dans des mondes ouverts et où ils se rencontrent. Là, on est tout à fait dans l'axe 2 du programme de reconstruction universitaire. C'est vrai que c'est très clivé entre nos trois lycées, c'est anormal. On fait tomber en même temps les préjugés par les uns des autres. Je peux citer un exemple, puisqu'on l'a vécu dans le cadre d'un projet sur le 27 janvier. Ça s'est déroulé dans un lycée qui était c'était une cité, un lycée polyvalent où il y avait donc l'enseignement général et technique et en même temps un lycée professionnel. C'était des ferronniers, c'est-à-dire à première vue des gamins totalement sur, comment dire, très peu intellectuels pour parler de manière assez rapide. Et leur professeur leur a demandé de faire une imitation de L'Homme qui marche de Giacometti. Donc ils ont fait une structure à en faire qu'ils ont travaillé, et du coup, ces gamins qui ne se voyaient pas réaliser une œuvre au sens artistique du terme, eh bien ces élèves-là ont réalisé quelque chose qui aujourd'hui, si vous allez au lycée dans le Craponne à Aix-en-Provence, se trouve justement dans l'entrée. Et pour ces élèves-là, ça a été un grand moment que de découvrir justement qu'ils n'étaient pas relégués en raison de leur formation à faire autre chose que justement taper sur des choses qui, dans la société, ne sont pas reconnues comme symboliquement élevées, fortes. Là, ici, c'était vraiment un très bon moment. Donc tout ça peut-être peut paraître difficile, mais en termes de formation du futur citoyen, là, je crois qu'on peut signer. On est vraiment dans les coups. Et entre les professeurs aussi, c'est vrai que voilà, de collaborer avec des professeurs du lycée agricole ou du lycée professionnel, c'est extrêmement enrichissant. C'est vrai qu'il y a des pratiques qu'on ignore dans d'autres lycées qui sont... Voilà, donc je propose qu'on écoute. Donc Astrid Artin, je représente donc le collège Olympe de Gouges avec ma collègue Katia Nico. Je voulais tout de même également excuser l'absence de notre collègue Raphaël Besson, qui est professeur d'histoire au lycée Simone Veil. Voilà, il avait des contraintes au lycée. Voilà. Également, donc c'est vrai qu'on a Madame Cohen, également notre principale, qui ne pouvait pas être présente avec nous. Voilà. Et qui nous soutient. Et qui nous soutient. Oui. Il faut aller jusqu'au bout après. Il n'y a que Katia Nico qui peut savoir pourquoi je le sais. Oui, je le sais aussi. Alors, donc déjà, pourquoi le collège Olympe de Gouges pourrait, je dirais, s'associer avec le lycée Simone Veil? Parce que nous faisons partie du même réseau, qui est le réseau Étoile. Voilà. C'est vrai qu'on s'est engagé dans ce projet dès le mois de juin, on a répondu favorablement, mais à la différence du lycée, c'est que nous avons découvert nos élèves, on va dire, dès septembre, et on leur a à peine annoncé, voilà, moi jusqu'à il y a 15 jours, je ne savais pas avec quelle classe de 3e je pouvais m'engager dans ce projet. Voilà. Alors on a ciblé tout de même 2 classes de 3e, ça fait un projet sur 59 élèves, et la différence, c'est qu'on peut s'engager également dans le programme d'histoire. Donc là, pour les personnes qui ne sont pas enseignants, voilà, la notion de génocide, par exemple, qui peut être au cœur du projet, elle est abordée dans la première partie du programme. Cette partie du programme, elle est intitulée L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, entre 1914 et 1945. Et donc, on y évoque les 2 conflits mondiaux. Dans un premier chapitre,
civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Donc on aura l'opportunité d'étudier le génocide des Arméniens, 1915-1916. Ce chapitre, il fait, c'est vrai, une large place à la violence de guerre, et cette violence qui va peser sur les combattants, mais également sur les civils. Et c'est donc dans ce cadre-là, ce propos, qu'on va évoquer le génocide. Et la deuxième opportunité également, c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale, où on étudie la Shoah, et avec la notion de génocide. Enfin, on pourra également étudier le génocide des Tutsis dans la deuxième partie du programme. On a une partie qui s'appelle « Le monde après 1945 ». Et là, à un moment donné, on étudie les enjeux, les conflits du monde après 1989. Bon, il est vrai on le fait de façon rapide, mais on va dire en interdisciplinarité avec notre collègue de français qui fait lire Petit pays de Guelfay. Donc c'est depuis l'année dernière, elle s'est engagée là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a cette opportunité où les élèves pourront se rapprocher. Voilà. Alors, on a également des contraintes d'horaire. On a l'épreuve du brevet, on a des épreuves communes en janvier, voilà, on a aussi également un calendrier à respecter. Alors on a pris le parti de prendre, pour ne pas prendre de retard, on a des progressions communes à respecter aussi, pour donc les épreuves de brevet blanc. Donc de pouvoir envisager de consacrer des séances d'AP, d'accompagnement personnalisé à ce projet. Et on va donc approfondir finalement et on va valider les compétences. Voilà, toutes ces compétences autour de l'autonomie, les compétences autour également qui sont dans renforcer la culture générale, dans le socle commun. Voilà. Oui. Et on pourra également ces compétences en EMC, car en fin de cycle 4, c'est vrai qu'on évoque la lutte contre les discriminations. Voilà. Donc j'allais dire qu'on a dans cette modalité, on a un peu déjà réfléchi. Donc je vais assez rapidement, mais voilà, les premières séances. Donc les premières séances, là, moi, ça va commencer dès la semaine prochaine. Hein, voilà. Donc ce sont des séances en salle informatique. Nous avons donc une quinzaine d'élèves. Ils ont reçu leur tablette numérique déjà. Donc, et on va leur demander par groupe, par binôme, on va leur demander des informations sur un lieu, un monument mémoriel. Donc on a déjà, nous, fait lister, donc je vous évoque, un monument aux morts de la Première Guerre mondiale, un monument dédié au génocide des Arméniens, un mémorial consacré aux Juifs assassinés durant la Shoah, on pense souvent à Berlin par exemple, le mémorial dédié aux victimes du génocide des Tutsis, Rwanda, mais également pour recentrer peut-être sur leur environnement, on va leur demander un binôme de rechercher des plaques commémoratives locales, un monument ou un lieu consacré aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, donc le village de Plan de Cuc, et enfin, c'est intéressant pour un contre-exemple, entre guillemets, un comparatif avec le mémorial du 11 septembre à New York. Voilà, donc on pourra développer pourquoi on va là-dedans. On leur demande une séance de restitution, la semaine d'après, à l'oral, par les élèves, donc sous forme de diaporama. Donc on peut leur demander 5 diapos, on peut déjà valider certaines compétences, 5 minutes. Toutes les compétences, s'informer dans le monde numérique, on les a. Pratiquer différents langages en histoire géo, s'exprimer à l'oral, réaliser un diaporama, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 premières séances, elles peuvent faire réfléchir les élèves sur le rôle et la place d'un lieu mémorial dans notre société. Et dans quel contexte ces monuments ont-ils été érigés? Et donc ils pourront ensuite réfléchir. Voilà. On peut partir également des monuments de 14-18, expliquer les différents types d'allégories. Donc là, on peut aussi avoir une approche d'histoire de l'art. Le monument revanchard, le monument, voilà, les symboliques, les implicites, et les techniques aussi qui ont été utilisées. Au lycée, je pense que la symbolique mortuaire, elle ne peut pas être envisageable. Donc, en deuxième temps, une séance de visite au lycée Simone Veil est prévue. On pense que les élèves du collège doivent découvrir l'environnement de ce lycée. Alors, donc Monsieur Fernandez, le proviseur, je ne sais pas si ce matin on l'a évoqué, cette visite, elle permettra de rencontrer l'association des paysagistes qui est au sein du lycée Simone Veil et qui est en charge de l'aménagement du lycée. Et sur place, les élèves, c'est vrai qu'on en a parlé, seront sensibilisés aux contraintes nécessaires. Est-ce qu'on a un périmètre? Est-ce qu'on a des contraintes la terre, etc.
je suis allée voir un peu la topographie du lycée. Je rappelle que ce lycée a été inauguré récemment, en 2017, dans le quartier de Saint-Mitre, non loin de Saint-Jérôme. Et il vient d'être, bien sûr, inauguré sous le nom de Simone Veil. L'architecte, c'est Corinne Vesoni. Et elle a prévu, donc elle a conçu l'établissement afin qu'il soit respectueux de l'environnement. Et elle a prévu également que, tout simplement, les plans, les toits des salles sont également à côté de jardins. Donc il y a encore tout un espace disponible. Et également, elle aurait voulu laisser la place à des vergers, des amandiers. Il est prévu également dans la question du développement durable de récupérer l'eau des pluies. Voilà. Donc il y a tout cet aspect qu'on peut exploiter également avec les élèves sur un deuxième temps ou avec les lycéens. Alors pour la part du collège, on pourra se poser la question également quelle relation ils ont eux-mêmes avec l'environnement, qu'est-ce qu'ils ont comme lien. Et on pourra avec eux cibler et évaluer, se repérer dans l'espace, parce que ce jour-là on va leur donner un plan du lycée, donc ils pourront également déambuler et analyser pour comprendre un document à différentes échelles. On a prévu également que 30 élèves c'est trop, donc 60, donc on va partager ces groupes. Pendant que des élèves puissent déambuler, certains iront au CDI, rencontrer la documentaliste, et donc on pourra profiter également, avec l'aide de nos collègues professeurs principaux de 3e, de s'informer sur les différentes filières proposées par les établissements. Et donc c'est une séance intéressante pour eux. Voilà. Parce que du coup ça va nous permettre de faire le lien collège-lycée. Collège-lycée. Voilà. Alors les élèves du collège, on a pensé également, pourraient découvrir au cours de cette visite, donc nous aussi, on est encore, là c'est la théorie, on est en train de ils pourraient découvrir l'exposition que donc, le lycée va louer auprès de l'association Aram. Et c'est une exposition sur le génocide des Arméniens. Donc on peut profiter de ce temps de visite au lycée pour que les élèves du collège puissent visiter également cette exposition. C'est une exposition en plusieurs panneaux et qui retrace donc l'arrivée des Arméniens après le génocide, pourquoi le génocide, et je pense que c'est un temps fort pour nous. Une des dernières séances, ce serait également l'inverse, les lycéens qui viennent au collège. Donc, afin de privilégier cette fois-ci la créativité, c'est-à-dire que là on est encore aussi, toujours pour l'instant dans la théorie, cette créativité collective autour de la recherche de mots-clés liés à la mémoire, au génocide, la nature, et sous forme de carte mentale, donc de mind map, accompagnés par les enseignants de lettres, les élèves pourront établir une synthèse de leur réflexion. Il est prévu à partir de décembre, donc ça fait plusieurs années, nous sommes engagés, nous visitons le site mémorial du camp des Milles, la prise en charge se fait par le conseil départemental. Voilà, nos premières visites vont avoir lieu là au mois de décembre. Et nous avons des présentations très pédagogiques, les mécanismes, pourquoi même individuels et collectifs, qui mènent au génocide. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre idée, c'est qu'on voudrait faire découvrir la notion de génocide à partir de parcours. Donc, des parcours qui vont constituer, avec des témoignages, des sources d'archives. Donc, pour le génocide des Arméniens, l'association Aram dispose d'un fonds unique, je le dis, sur l'arrivée des Arméniens et sur une figure emblématique, un prélat qui a été raflé le 24 avril, Monseigneur Balakian. Il a pu échapper, j'allais dire, il s'est enfui parce qu'il s'est rasé, il a enlevé ses habits de prêtre, mais il avait fait ses études en Allemagne, il parlait donc parfaitement allemand, et il a pu se faire passer pendant quelques temps pour un géomètre allemand, comme ça, et donc ensuite, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il a ses mémoires qui ont été traduites en français. Donc là, moi je suis en train de regarder les aspects les plus intéressants pour les élèves, aussi bien de 3e que de seconde. Et ce qui est très intéressant, voilà, c'est qu'il a écrit son témoignage qui s'appelle Golgotha arménien. Donc je pense que ce parcours peut être intéressant. Pour la Shoah, on pourrait évoquer le parcours d'Israël Attali, qui a été quelqu'un d'important pour notre collège, parce qu'il fait partie de les plus jeunes déportés d'Auschwitz, qui a été survivant. Il avait été raflé à 14 ans et demi. Sa stature l'a sauvé. Il a pris, on va dire, la bonne file, et il a pu revenir, même s'il a parcouru ce qu'on a fait, les marches de la mort. Et inlassablement, il est venu témoigner auprès du collège, des collégiens. Il est décédé il y a quelques années, et nous avons notre amphithéâtre au nom d'Israël Attali. Voilà. Donc je pense aussi également, on dispose
de captation vidéo et on dispose également de récits. Un troisième temps, surtout avec les élèves, c'est bien sûr on peut ne pas évoquer le parcours de Simone Veil. Donc, outre l'étude, je rappelle, dans le programme d'histoire, nous étudions un des derniers chapitres de l'année, c'est femmes et hommes dans la société des années 50 jusqu'aux années 80. Et donc, on évoque le parcours de Simone Veil comme également une figure qui a contribué à libérer les femmes dans la société. Mais là, on pourra évoquer la déportation à 17 ans à Auschwitz. Voilà. Notre collègue, donc jeu français, va étudier Petit Pays de Gaël Faye, voilà, l'enfance de Gabi, un petit garçon là, voilà, qui est confronté à l'horreur. Et enfin aussi, comme vous, on se pose la question, parce que, à notre avis, il faut associer à ce projet un plasticien, un artiste, quelqu'un qui va pouvoir accompagner les élèves dans leur démarche. Nous avons prévu la tenue d'un carnet de bord, car j'allais dire qu'une des problématiques, c'est que nos élèves de 3e ne vont pas tous aller à Simone Veil. C'est-à-dire que là, ils vont initier tout ce projet théorie, accompagner également les élèves de seconde, mais voilà. Monsieur Besson, notre collègue Raphaël Besson, lui, va cibler ce travail en classe de seconde. À l'inverse, vous le faites en première et seconde EMC. Voilà. Donc il a les deux axes qui sont les libertés pour les libertés. Donc liberté de l'individu, liberté individuelle, liberté d'expression. Et donc il a décidé qu'il va étudier tout simplement l'étude à travers le génocide des Arméniens et la Shoah afin de montrer des contre-exemples. Donc il a pris ce parti. Enfin, axe 2, garantir les libertés, étendre les libertés. Et il voudrait engager les élèves dans une réflexion, tout ce qui est notion de respect des personnes. Et il va donc également faire découvrir, c'est dans le contexte du génocide, toutes les lois à l'encontre des Arméniens, donc dans l'Empire ottoman, il y a une loi du 27 mai 1915, c'est une loi provisoire de déportation, également la déshumanisation, le changement de nom, voilà. On a déjà un peu ciblé tous ces thèmes, et l'évolution du droit à la protection. Le fonds Aram dispose d'un fonds assez riche en passeports Nansen. Je rappelle que Nansen est ce diplomate qui avait donc accordé des passeports aux premiers Russes blancs et ensuite aux apatrides arméniens. Et donc les élèves de seconde pourront découvrir, dans le cadre de l'EMC, dans l'évolution de la protection, qu'est-ce que c'est ce statut d'apatride et enfin pour retrouver leur identité. Voilà. Une séance est prévue à l'association Aram pour les lycéens, donc de rencontres, avec découverte de parcours. Et enfin, Monsieur Besson va avec un collègue également, je pense de lettres, mais il s'est engagé à faire étudier la biographie de Simone Veil, une vie, qui permettra un travail interdisciplinaire. Et les questions qu'on s'est donc posées, c'est comment un événement aussi inconcevable qu'un génocide peut-il être mis en représentation, donc pour des élèves. Quel rôle peut avoir un mémorial dans une société? Comment l'art peut-il être mis au service de la mémoire de l'homme? Et la nature peut-elle servir l'histoire? Pour finalement, comme je vois, en finir avec la nature. Voilà. On finit avec la nature. C'était vraiment les lignes, j'ai essayé de synthétiser nos réflexions communes. Et puis la réflexion qui s'est initiée ce matin avec M. Fernandez, parce que du coup, on a retravaillé à midi sur la durabilité de ce jardin. Qu'est-ce qui va devenir dans le temps? C'est-à-dire qu'une fois que les élèves qui l'auront mis en place, que les enseignants seront passés, que les chefs d'établissement auront changé, qu'est-ce qu'il devient ce jardin? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il est abandonné? L'entretien? Et du coup, on est aussi parti, parce qu'on ne se refait pas, sur la réflexion de je sais pas, le climat, les plantes, si on plante, qu'est-ce qu'on plante, comment on entretient, comment on arrose, plantes gourmandes en eau ou pas, plantes méditerranéennes ou pas, enfin toutes ces réflexions-là aussi qu'il va falloir mener. Vous allez dire, en ajoutant les contraintes du calendrier scolaire, il y a quand même 2 mois de vacances, il n'y a pas d'eau, c'est coupé. La question de l'eau est un vrai problème. Nous, on l'a vu avec le jardin partagé, etc. Ça ne fonctionne pas
parce qu'il y a des contraintes qui sont des contraintes de fonctionnement. C'est évident. Et là, il faut trouver une végétation adaptée. Et ça, c'est une réflexion à mener aussi avec les élèves. Oui. Puisqu'il y a la question de l'abandon du jardin, et oui. c'est un message aussi. On va absolument éviter. Absolument C'est ça qu'on voudrait le pérenniser sur les premiers. Après, avec M. Besson, on avait réfléchi, le jardin, on a peut-être vous l'avez évoqué ce matin, c'est le symbolique de la Renaissance, après la mort. Donc un jardin, peut-être, il peut naître après avoir des plantes. Voilà, il faudrait penser à ça. Et est-ce que finalement, les élèves ne seront pas les mêmes et il y aurait cette transmission ensuite de reconduire le projet? Le défi, c'est que ça reste un lieu de vie. Ouais. Et c'est ça le grand défi. On a vu trop souvent, on plante un arbre, etc. Et puis, pour l'arbre, il y a des plantes qui nous ont été offertes par des associations dans le cadre de temps commémoratif. Donc on a un rosier qui a été offert par l'association, c'est la Fédération pour la mémoire et la déportation, autour du rosier de Ravensbrück en gros. On a un olivier aussi, ça m'évoquait aussi. J'étais en fait l'année dernière au moment des commémorations du centenaire présente en Angleterre, et c'est vrai que le poppy, le coquelicot, il était partout. Donc il y a aussi peut-être travailler la symbolique de certaines plantes. Ça peut être à mon avis intéressant. Et pourquoi on associe ces plantes, ces arbres à ce symbole et comment on se les réapproprie. Après, sur en effet la question de la nature qui prend un peu le dessus aussi. Moi, ça me fait beaucoup penser à Oradour-sur-Glane. Je ne sais pas si vous avez visité Oradour-sur-Glane, et la question de, finalement, il y a un parcours comme ça, un peu enterré, où on donne toute une série d'éléments sur ce qui s'est passé là, puis après on ressort et on se retrouve face à ce site absolument terrible, mais sur lequel aussi la nature essaye de prendre le dessus. Et comment et qu'est-ce qu'on maintient finalement? Est-ce que c'est vraiment Oradour ou c'est une autre image de ce lieu martyr qui est tout à fait autre chose finalement, et jusqu'où on doit intervenir? Oui, c'est intéressant. Et c'est vrai que nous, autour de ce lieu mémorial, on a aussi ce petit jardin dont on ne sait pas trop que faire et qui a été beaucoup utilisé pour des événements commémoratifs où on a des associations mémorielles qui souhaiteraient pouvoir le réinvestir, avoir peut-être là, comme c'est le cas au mémorial de la Shoah, un mur des noms. Mais se pose toute la question de quel nom et comment on fait évoluer ces noms. Vous savez qu'au mémorial de la Shoah à Paris, tout est fermé parce qu'ils sont en train de le refaire, parce que, en effet, la recherche a montré qu'il y a des nouveaux noms, qu'il y avait certains noms qui étaient mal orthographiés, etc. Donc ça, c'est une forte pression qu'on a aussi. Peut-être qu'en effet, travailler avec des artistes autour peut-être de paysages. Notamment, il y a une artiste Marseille qui s'appelle Judith Bartolani qui a beaucoup travaillé sur une espèce de double fictif qu'elle porte depuis l'enfance qui s'appelle Sarah et qu'elle fait à travers de très beaux dessins cheminer dans des paysages un peu imaginaires de forêts qu'elle appelle les forêts de Pichipoy. Donc peut-être travailler sur une recréation à partir de dessins d'artistes. Et il y en a d'autres sur des paysages. Est-ce que c'est dans l'enceinte de vos établissements ou est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose à imaginer d'un partenariat avec des mairies d'arrondissement qui pourraient aussi se charger d'une forme d'entretien du jardin à moyen terme, d'un usage partagé aussi. On arrive sur une autre contrainte qui est qu'on est dans un établissement scolaire. Oui. Merci. Vous saluez quand même le travail qui est envisagé déjà, parce qu'il est bien avancé et qui doit donner peut-être des pistes pour vous, parce qu'on voit bien que là, on a besoin d'échanges pour prendre appui sur ce qui a déjà été imaginé. Il y a l'expérience de ce qui s'est passé au printemps dernier, je pense un petit peu aussi, non?
Alors, l'expérience au collège, on mène depuis. Donc, oui, en fait, on fait visiter, c'est vrai que le camp des Milles, et on engage, en avril. Oui, c'était. Là, c'est une nouvelle génération finalement d'élèves, en troisième, là. Troisième et seconde, voilà. Par contre. Bon. Une chose, oui. J'ai indiqué à M. Besson ce matin que le lycée Simone Veil étant un lycée polyvalent, il serait bien utile d'y associer la section professionnelle et au moins le professeur de lettres-histoire qui arrive cette année. Je vous propose, donc, moi je veux dire quelques mots par rapport à vos interrogations et puis donc je laisse un tel compagnon et sur Nathalie vont conclure. Mais bien sûr, on peut continuer aussi à échanger. Moi, c'est vrai que dire d'emblée que j'étais extrêmement intéressé de voir les professeurs se parler entre elles et de dire c'est parfait parce que nous on pouvait partir, on vous laissait les clés. Non, mais c'était l'objectif, vous voyez, c'était très bien. Et ces échanges montraient que vous étiez complètement dans le projet. Et puis c'est vrai aussi que, comme on l'a dit, le fait d'amener des élèves de collège vers le lycée, de ramener des élèves de lycée vers le collège, peut-être aussi éventuellement d'envisager peut-être l'avenue de CM2 éventuellement, peut-être aussi de mobiliser, parce qu'on est dans le bac -3, bac +3, peut-être quelques étudiants. Ouais, c'est intéressant parce que là on voit très bien comment il y a cette rencontre entre les élèves qui est très importante et qui décloisonne et qui permet beaucoup d'enrichissement et qui amène aussi les élèves les élèves plus âgés à prendre en charge des plus jeunes et je veux dire, mais aussi de les écouter. Ouais, c'est pas uniquement. Donc tout ça est, je trouve, excellent par rapport à l'intelligence pédagogique qui nous anime et au-delà. Donc c'est vrai qu'on a entendu là, il y a deux projets très articulés, avec toute une série de questions qui se posent. Je crois que, au fond, vraiment, dire la manière dont vous envisagez cette idée, moi, elle me passionne et je crois que vous êtes au début d'une grande aventure. C'est vrai, très honnêtement. Et vraiment, je vous encourage. Alors, je vais essayer de répondre rapidement et puis Nathalie et Gérald le feront encore mieux que moi, aux questions un peu générales qui se posent. Il y a déjà la question, je vais prendre dans le désordre, de la durabilité, de voilà, on fait un jardin, mais comment pérenniser le jardin. Moi, je ne suis pas trop inquiet. D'abord parce que le jardin que vous faites, il y a une dimension sacrée aussi, même si, je veux dire, naturellement, parce qu'on est des intellectuels, on envisage toujours notre action sur la société, mais je veux dire, ce jardin, il va vivre. Moi, je vois difficilement que pendant les mois d'été, d'abord on sait que l'établissement est toujours en présence, peut-être s'il suffit de arroser avec un système d'arrosage automatique ou autre. Je vois difficilement une équipe de lycée laissée à l'abandon pendant 2 mois une réalisation comme celle-ci, très honnêtement. D'autre part, il me semble que la force de ce jardin de souvenirs, ça sera peut-être aussi sa simplicité. Donc ça veut dire aussi, pour que le jardin puisse durer, peut-être, je ne sais pas, privilégier, alors effectivement les grands arbres, il faut qu'ils poussent, mais si on a, peut-être tant mieux. Vous voyez, peut-être, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur comment faire en sorte qu'un jardin puisse vivre de lui-même, parce qu'au fond, le jardin a une personnalité. On vous crée une personnalité, là. Il ne faut pas que le jardin soit en permanence sous tutelle du reste des humains, quoi. Oui, c'est, donc, de ce point de vue-là, voilà. Et puis c'est un jardin qui va être habité, il y aura peut-être des chats qui vont s'installer. Ouais, non, mais c'est bon. Donc, voilà. Donc ça veut dire que, voilà, réfléchissez peut-être à cette simplicité, au fait que, mais moi je doute fort que ce jardin soit laissé à l'abandon. Simplement, il faudrait une transmission peut-être d'un certain nombre de responsabilités entre les élèves, entre les professeurs, mais
je veux dire, ça peut être fait, si c'est pas trop lourd et pas trop compliqué, ça se fera naturellement. Et puis en même temps, chaque génération d'élèves peut décider de choisir. On peut très bien imaginer, par exemple, vous savez, bon, ce qui est assez beau, c'est parfois des haies. Moi, des haies, on peut très bien imaginer qu'on change, par exemple, certains arbustes, tout ça. Enfin, c'est pas un problème, je pense, au contraire. Vous avez raison de poser la question de la durabilité, de la pérennité. En même temps, dès lors que le jardin est conçu dans un certain esprit, et puis même s'il y a une partie, au fond, un jardin, on sait bien, voilà, les jardins à l'anglaise, les jardins à la française, les jardins à l'anglaise, c'est moins ordonné, mais peut-être qu'on les apprécie plus qu'un jardin à la française, qui demande plus d'entretien. Donc, il y a plein de réflexions qu'on peut avoir. Mais moi, quand on est dans le parc de Marseille-Vert, là, quand on voyait ces grands cyprès, c'est pas des cyprès, on me disait, voilà, le jardin, il existe déjà, enfin, d'une certaine manière, quoi. Donc, voilà, donc ça veut dire que, je pense que, mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous allez réfléchir aussi à des choses extrêmement concrètes, mais qui en même temps sont toujours liées à, au fond, comment est-ce qu'on veut se souvenir. Et je pensais à quelque chose, se demander aussi, parce que c'est un jardin qui sera bien sûr peuplé des ombres, des disparus. Et donc, quel paysage on va leur offrir? Au fond, le jardin, il va regarder où? Vous voyez. Et puis, il y a aussi le fait qu'un jardin peut être, et ça je vais répondre à une deuxième question sur les intervenants, un jardin peut être aussi lié à un bâtiment. Par exemple, si vous voulez des intervenants vous pourriez avoir éventuellement un pavillon de la recherche, par exemple, où là vous feriez effectivement des interventions, enfin, vous inviteriez des intervenants, soit des chercheurs, mais aussi des témoins, des acteurs, etc. Bon. Donc, intégrer peut-être un bâtiment, je ne sais pas où. Voilà, c'est vrai que la question aussi de ce qui va être écrit sur le jardin, c'est important. C'est-à-dire quand vous avez des stèles, mais là aussi, il faut que ça soit le projet des élèves, parce qu'on voit bien le caractère un peu formel, le caractère un peu glaçant aussi de certaines stèles et tout. Donc, voilà, mais encore, il y a plein en fait, je crois que la difficulté pour vous, c'est devant l'ampleur des choix qui s'ouvrent, de décider, quoi. En fait, mais je pense que cette décision, elle va s'imposer peut-être à un moment donné, aussi par l'échange, par le lieu, par la topographie, par les paysages, par les essences que vous allez mettre, donc ça c'était donc alors les intervenants, c'est à vous aussi de choisir les intervenants qui paraissent les plus à même de vous aider. Je pense que et puis quand vous faites appel à des gens effectivement relativement réputés, il faut bien leur donner le cahier des charges, leur dire voilà, on vous attend sur ça. Il ne faut pas que vous ayez des conférences ex cathedra. Voilà, les intervenants sont là pour répondre à vos interactions que vous posez. Soit c'est important de le... Et puis s'ils ne le comprennent pas, vous ne les invitez pas, c'est pas grave. Mais bien sûr, je pense que l'occasion, et là aussi ce qui serait merveilleux, c'est de faire des conférences dans le jardin. Un jardin, c'est un lieu où on échange, en gros, c'est les grandes fresques des philosophes grecs qui... je veux dire, les Grecs dissertaient dans les jardins. Si l'Antiquité a fait des jardins, c'est précisément pour réfléchir, pour être ensemble, pour penser, pour faire la paix. Le jardin, c'est le lieu de la paix, ça aussi. Pensez à tous ces jardins qui sont en lien avec l'idée de la paix. Alors, le lien avec le camp d'Émile, je laisserai effectivement Nathalie et Gérald envisager. L'aspect financier, les soutiens, le calendrier et nos attentes. Donc, d'abord nos attentes, c'est plutôt nous qui sommes en attente, oui, de vous. Nous, on n'a pas, je parle de nom propre, mais on n'a pas d'attente sinon que vous releviez le défi de ces jardins du souvenir des génocides en les inscrivant dans l'établissement et en donnant à l'établissement tout d'un coup un rayonnement incroyable, un rayonnement qui fera qu'il y a un moment donné où les établissements devront se poser la question de l'accueil du public aussi, si ça commence à être connu. Mais c'est très bien. Il faut que les établissements aillent bien au-delà du monde scolaire dans lequel ils sont définis. Et c'était effectivement, Daniel a très justement rappelé Jean Zay, les projets de la libération, Langevin-Vallon.
l'école, c'est l'école qui permet aux sociétés démocratiques d'exister et de vivre. Hein. Il faut être très clair sur ce point-là. Donc vos attentes, c'est celle que vous allez vous donner. Simplement, peut-être la seule attente, c'est-à-dire que moi je souhaiterais, c'est d'abord que ça se fasse en bonne harmonie, bien sûr, hein, que ça soit effectivement un projet qui soit une œuvre, hein, encore une fois. Et là aussi, l'idée d'appeler, aussi d'avoir des artistes qui peuvent aussi être en résidence, par exemple, aussi. Le carnet de bord, c'est essentiel. Ce que je disais ce matin, il faut aussi que vous documentiez cette aventure. C'est-à-dire qu'il faut que, il y a peut-être un moment donné où vous filmiez certaines séances, tout ça. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire pourrait faire l'objet d'un documentaire, d'un film. Il faut que vous nous racontiez aussi l'histoire de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est très important. Nous, on a le sentiment que ce que vous êtes en train de faire est très important, donc il faut le faire. Bon. Donc, la seule attente qu'on souhaiterait, c'est quand même, vous voyez que, il y a un bon ancrage historique. C'est-à-dire que même si le jardin du souvenir va éventuellement, va s'adresser à l'ensemble des victimes, des sociétés, de l'humanité, savoir un peu, arriver à ce que ce jardin ait aussi quand même une démarche éducative. Mais on sait qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est quelque chose qui est très, très, très large. Hein, mais il faut donc, ça veut dire que vous êtes tous des professeurs, vous avez des compétences précises. Et donc, à travers, peut-être des familles de cartels, des légendes, de parcours, je ne sais pas, mais moi, ça serait quand même, ma seule attente, elle est là. Et puis d'associer effectivement quand même les différentes disciplines. Et au-delà, c'est vrai qu'un jardin, c'est de l'art. En fait. Et je crois que l'art est capable de nous dire beaucoup sur ces génocides qui sont au fond inconcevables par la rationalité, par l'Europe. Et pourtant, ils ont existé. Et pourtant, donc, il faut y réfléchir. Et souvent, les artistes, encore une fois, vous avez cité Gaël Faye, c'est quand même Gaël Faye qui permet de comprendre. Notamment, j'ai aussi des Tutsis parmi les plus jeunes, et tout ça est très intéressant. Donc, je termine sur l'aspect calendrier. Moi, je pense que c'est quand même, pour moi, c'est un projet en 3 ans. Hein, c'est-à-dire que on va se revoir. L'idée, ça serait qu'on puisse refaire le point dans le cadre du festival. Des sciences sociales, c'est un bon lieu, ça me paraît très bien. Donc, et puis arriver dans 2 ans maintenant à ce qui est au fond des formes d'inauguration, même si on peut très bien imaginer, vous savez, il y a la première pierre, le premier arbre, tout ça. Mais marqué par une certaine cérémonie, donc dans 2 ans, sur les 2 sites. Ça serait intéressant, et penser aussi à qu'est-ce que vous voulez comme cérémonie, Ça, c'est un peu le cœur de joie, mais enfin, ça, encore une fois, c'est plutôt vous, au niveau de l'académie, qui pouvez effectivement nous dire exactement comment on voit les choses. Bon, les aspects financiers, moi, ce que je vois simplement, c'est que, et c'est là où je pourrais intervenir, mais bien sûr, l'académie, donc, qui mettrait chez elle, nous dira effectivement les aspects, mais moi ce que je vois, c'est que votre projet, c'est un projet effectivement vraiment local, au niveau d'une ville, d'une région, d'une académie, d'un département. On y a des associations, mais c'est vrai que, je veux dire, il y a aujourd'hui quand même une démarche nationale et politique, impulsée par le président de la République, qui quand même ouvre les dossiers, il faut le reconnaître. C'est la guerre d'Algérie, il y a sa reconnaissance du fait que Maurice Audin a été assassiné par les unités parachutistes, c'est quand même énorme, parce qu'aucun président l'avait fait. Son action sur le génocide des Tutsis à travers cette commission sur les archives, tout ça. Donc c'est vrai que il y a quand même une volonté nationale, politique, et qui est partagée, il faut aussi le dire clairement. Donc ça veut dire que c'est vrai que vous pouvez aussi mobiliser peut-être d'autres soutiens, et puis les soutiens justement des associations comme ARAM, comme l'Union des déportés d'Auschwitz, qui est notamment, mais pas seulement, comme Yuka France. Donc ça veut dire que vous avez ça. Et puis,
voilà, c'est vrai que à terme, au fond, je pense que votre initiative intéressera au-delà des frontières. Donc, je pense que les moyens financiers, ils existent et on est prêt à vous soutenir. Donc, ça veut dire vous soutenir, ça veut dire informer. Alors, moi, je vais informer le recteur, bien sûr, de l'Académie d'Aix-Marseille, mais tout ça, effectivement, sera donc documenté par notamment Nathalie Topalian et Gérald Nathalie. Mais c'est vrai que moi, je souhaite informer voilà, le ministère de l'action que vous menez. Et ça veut dire qu'il y a un moment où voilà, vous disposerez des moyens nécessaires. L'idée aussi étant quand même de la sobriété, je pense. C'est-à-dire que, au fond, l'idée c'est que c'est pour ça que, vous voyez, l'échange, c'est intéressant. Le fait que voilà, on puisse recevoir des plans, peut-être, si elles peuvent s'adapter, différents lieux où dire qu'il y ait, sans que ça soit systématique, hein, il faut bien penser les choses, mais et donc la sobriété, ça veut dire aussi, tout ça n'a pas forcément un coût très important. L'entretien, effectivement, tout ça peut être peut-être mobiliser aussi voilà, les seniors aussi, hein, qui peut-être ont envie de s'impliquer, ouais, toute une série effectivement d'éléments qui font que, en tout cas, l'aspect financier pourra être réglé. Je pense que dès lors qu'il y a des projets, et des projets de cette importance, si vous voulez, il est difficile à une collectivité territoriale de dire non, on ne donne pas d'argent sur un projet quand même aussi important et aussi porté au niveau national. Voilà, j'ai terminé. Bon, une fois de plus, moi c'est vrai que ce que je constate, c'est que au cours de l'atelier, on a pu voir combien les choses étaient avancées, du moins sur le plan de la conception même, de l'architecture de vos premières séances. Hein, voilà. Et ça, c'est indispensable. Donc l'ancrage historique, en tout cas on le perçoit, il est là. La complémentarité avec les autres disciplines, elle est évidente, hein, voire nécessaire, c'est ce qu'on a évoqué. Je pense qu'il y a une part aussi du côté des partenaires qu'on n'a pas peut-être encore sensibilisé, d'abord c'est les élèves. Et là, il va falloir peut-être les responsabiliser, mais l'implication et l'engagement des élèves va certainement être, en tout cas, très vite perceptible. Peut-être les parents aussi. Nous, le jour de la rentrée, comme j'avais déjà décidé ma classe, je l'ai présentée aux parents, ils étaient très enthousiastes. Voilà, c'est déjà. Je peux aussi leur dire que c'était pas eux qui avaient le problème. Oui, mais c'est déjà très bien. Ça veut dire que voilà, le jardin vit avant même sa création. Et avoir l'adhésion de tous, c'est primordial. Bon, on l'a évoqué, il va falloir en tout cas organiser les choses et avec Gérald, on va essayer d'échelonner tout ça et de rencontrer en tout cas les équipes. Je crois qu'il faut un peu se partager les tâches. Sur les aspects pluridisciplinaires, ouverture à d'autres disciplines, je pense que c'est de votre côté que le travail doit être fait. Vous connaissez vos collègues, vous savez comment sont répartis les cours de MC entre disciplines. Je pense qu'il vaudrait mieux quand même que ça parte de vous. Par contre, j'entends, je laisserai de côté également l'aboutissement, c'est-à-dire que j'ai entendu le jardin, nous l'avons. En effet, si je me retiens à ce que j'ai vu ce matin, vous avez le jardin. On ne sait pas exactement ce qu'on va y faire. Il y a un parcours qui a été évoqué notamment dans le cas précédent. Tout ça me paraît être intéressant, mais moi je propose qu'on laisse pour l'instant, comment dire, non pas, certes, il faut imaginer, mais malgré tout, ce ne soit pas encore d'emblée notre préoccupation. Et j'ai bien entendu les choses que vous avez dites, je crois que c'est très important parce que ça permet de voir toutes les possibilités et toutes les contraintes qui par ailleurs pèsent sur de tels projets. Le lien également avec les partenaires. Moi je crois qu'on doit faire la preuve qu'on est compétent et qu'à partir de ce moment-là, les autres partenaires, c'est-à-dire en particulier, alors le Corps des Mille a été cité, je crois qu'il y a une expérience qui est intéressante là,
en termes de patrimonialisation. Les collectivités territoriales, propriétaires des lieux, sont également, pourraient être interpellées. Mais naturellement, il faut d'abord la connaissance que j'ai des relations avec ces acteurs-là, avec ces partenaires-là, me fait dire qu'il faut qu'on ait, permettrait l'expression un peu triviale, des billes pour que justement on soit entendu. Donc je propose que dans un premier temps, on avance. Mais sur quoi pourrait-on avancer? C'est sur l'aspect organisationnel. Donc ce que j'ai entendu notamment du côté de Marseille Vert, il y a peut-être des attentes très précises en termes d'abord de reconnaissance du travail qui est accompli. Il me semble que les chefs d'établissement pourraient être dans un premier temps les premiers facilitateurs. Alors pour vous, mais également pour les élèves, parce que vous envisagez des circulations entre les établissements. Il me semble que là, il y a des contraintes, il y a des questions de responsabilité qu'il faut d'abord avoir levées avant que ces choses-là soient faites. Ce que nous avons envisagé, on a un peu discuté tout à l'heure, c'est justement de les réunir, de les rencontrer et de leur donner la main sur cela, c'est-à-dire sur ce qui les engagera peut-être dans l'avenir. Ensuite, naturellement, la deuxième étape, c'est la rencontre avec les professeurs, tous ceux qui pourraient être partie prenante du projet. Une fois que les chefs d'établissement auront un peu auront apporté les clés, et bien là, on essaiera de faire. On peut se donner comme date un peu butoir le mois d'avril, puisque vous avez dit que là, vous pourriez revenir. Je crois que là, on sera à même d'être un peu plus précis sur ce que l'on a pu faire, tout simplement pour faciliter le travail, dans un premier temps, avec les chefs d'établissement, avec les autres, entre les professeurs, parce que je prends conscience de ce que le calendrier est extrêmement lourd et que plus on va avancer, notamment sur le deuxième trimestre, à partir de mars, dans les lycées, c'est devient extrêmement compliqué, on le savait déjà. Je dois vous dire une chose, c'est que, pour ma part, je l'ai signalé à M. le recteur lors d'une réunion, on est dans une situation assez paradoxale, puisque, en effet, de notre côté, vous savez très bien, on nous pousse au niveau des actions éducatives et à en faire toujours plus. Si vous avez suivi la sortie du bulletin des actions éducatives du mois de mars et celui du mois de juin, c'est des tartines désormais. Et on se dit, mais quand est-ce que les professeurs vont faire cours? D'autant que cette année, d'où le paradoxe, leur préoccupation première, c'est d'abord et avant tout de faire cours, au sens où il faut qu'ils maîtrisent en même temps les nouveaux programmes. Et on sait qu'il faut au moins 2-3 ans avant que les programmes soient maîtrisés. D'autant qu'il y en a un sur les enseignements spécialités, c'est des programmes qui sont quand même très novateurs et sur lesquels les professeurs prennent beaucoup de plaisir à mettre à jour leur savoir, il faut le dire quand même. Tout cela fait qu'il y a ce paradoxe où la pression est forte et où en même temps le temps manque. Je veux dire que je vais signaler à M. le recteur, c'est une préoccupation qui devrait remonter, à mon avis, jusqu'au plus haut niveau. Parce qu'on ne peut pas vouloir toujours plus sur les actions éducatives et ne pas le permettre par ailleurs, parce qu'en effet, l'implication des enseignants pour cette année, notamment au lycée, c'est d'abord la préparation des cours. En plus, viennent s'ajouter les E3C. C'est ce que vous avez marqué en vert là ici. Oh, comme c'est rigolo. C'est pas la couleur que j'aurais choisie. Bon, mais je sais que le vert est moins durable. Bon, passons. Toujours est-il que vous voyez combien c'est extrêmement présent. Donc ça veut dire que là, pour le coup, quand vous viendrez au mois d'avril, moi j'espère que pour beaucoup, vous serez dans la phase où on est en plein dans les E3C, également les conseils de classe, tout ça, ça fait beaucoup de contraintes. Je pense qu'on va essayer d'avoir avec, d'une part, les chefs d'établissement, d'autre part, les professeurs, l'établissement dans un petit calendrier qui tienne compte au moins de toutes ces contraintes et qui permettent de lier tout cela. Voilà, en termes d'engagement, ce qu'avec Nathalie, on peut prendre pour l'instant. Naturellement, ça veut dire que le premier trimestre risque pour nous d'être assez lourd. On pourra essayer quand même de ménager quelques réunions de façon à tenter de mobiliser à peu près tout le monde avant que les choses ne deviennent plus difficiles à partir de l'aujourd'hui. Est-ce que ça, monsieur le directeur général, ça vous convient? Tout à fait, ça me paraît effectivement très intelligent comme approche. Il faut que ça réussisse, mais c'est vrai que voilà, au fond, les clés sont entre vos mains. Nous, on est vraiment là pour vous aider. Mais comme je disais,
mes collègues inspecteurs et inspectrices, inspecteurs. Voilà, c'est finalement votre initiative qui compte. Vous connaissez les élèves, vous êtes avec les élèves, vous connaissez les lieux, vous travaillez avec les chefs d'établissement. Donc effectivement, on va rassurer les chefs d'établissement, mais là je pense qu'on touche vraiment quelque chose d'important. Et en plus, c'est vrai que ce qui est assez génial, c'est quand même d'avoir une expérience. On a de part et d'autre de Marseille, il y a quand même 2 projets qui se mettent en place. Là aussi c'est bien parce que je pense que l'atelier a permis de mieux vous rencontrer. Je pense que l'idée c'est bien sûr qu'on ne fasse pas la même chose avec l'établissement, de toute façon on a des contraintes, etc. Mais je crois que là on a une belle équipe et puis la preuve c'est que vous êtes venus là, je veux dire, un mercredi après-midi, on a beaucoup échangé. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que toute cette aventure se poursuive. Encore une fois, documenter l'air. Parce que le fait de documenter une aventure, c'est aussi y réfléchir et je pense que c'est important de garder le carnet de bord, me paraît aussi une très bonne idée. Voilà, donc en tout cas, bon, je propose qu'on se revoie effectivement, qu'on fasse une réunion au mois d'avril. De travail, qu'on puisse bien avancer. Et puis d'ici là, on va effectivement faire en sorte que vous soyez soutenus. Et puis vous aurez effectivement vu la tâche de la conception, très exactement aussi. Quand on est à vos côtés, merci infiniment à Nathalie et Gérald, parce que c'est vrai que, je veux dire, ils ont, ça je tiens vraiment à le dire publiquement, mais tout de suite adhéré aussi à cette idée, à ces rencontres, et voilà, on le fait en plus dans un cadre, vous voyez, aussi supérieur, de la recherche, de l'école des études. Donc, je sais que l'école des études va accompagner aussi ça, parce qu'il y a plein d'éléments qui intéressent bien sûr les chercheurs, les chercheurs. Donc ça peut être aussi, voilà, je pense que, je veux dire, il y aura aussi, voilà, cet espace universitaire qui vous permettra de vous exprimer, d'exposer le projet. Et encore une fois, sachez que vous faites un projet qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Et donc ça veut dire que on attend beaucoup de vous aussi. Donc écoutez, moi je propose, à moins qu'il y ait d'autres, on a bien travaillé, hein, c'était exactement ce qu'on a envie de faire. Merci à Sylvain d'avoir conservé la trace. Et du reste, ça sera peut-être utile d'avoir justement la trace de... Et comment on récupère? Oui, bah alors... On va la voir. Oui. Oui.